ici vous êtes chez RaiseLab. Notre métier, c'est d'aider les grands groupes à penser, construire et déployer des alliances avec des startups. Donc ça tombe bien, c'est le sujet du jour. On est ravis d'organiser ça avec vous en nombre, puisqu'on est avec Alex, la French Tech Grand Paris, avec Benoît, le hub de la BPI. Merci au CNA et à Nathalie Leroy d'être là. Merci à Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises également. Cette matinée va se faire sous le signe de Je choisis la French Tech, représenté par Lucie. Merci d'être là. Et on va avoir la chance d'écouter des retours d'expérience du groupe FDJ, du groupe De Ray et de l'agence Innovation Défense sur justement ce sujet de collaboration et du rôle central des achats et des fonctions transverses dans la réussite des collaborations. Voilà, on va aller assez vite dans le sujet pour ne pas perdre de temps. Je passe le micro à Benoît. Benoît, à toi de jouer. Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas vous parler trop longtemps du Hub, qui est la structure d'accompagnement de BPI France. On a investi dans 350 startups et on a développé une plateforme de services pour accélérer la création de valeur des startups. Mais au-delà de cette initiative d'accompagnement, on a décidé, il y a un peu plus de 18 mois, de lancer un programme qui s'appelle le programme d'API. C'est un programme pour aider les directions achats à mieux acheter des prestations de start-up. Donc on avait vraiment, on va dire, ces retours des directions achats intéressants. Et de l'autre côté, quand nous on parle aux start-up investies ou non, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des start-up nous disaient que, je ne vais pas vous surprendre en vous disant, c'est que les temps de cycle de vente étaient extrêmement longs lorsqu'ils négociaient avec des grands groupes. Et le deuxième, c'est qu'ils avaient du mal à comprendre le schéma de décision, le circuit de prise de décision au sein des grands groupes. Donc on s'est dit, comme BPI France est un peu à l'intersection des grands groupes français et des startups, on a décidé de lancer ce programme pour aider les directions achats à mieux se positionner dans le process de décision d'achat-innovation, donc l'achat de prestations de startups. Donc on a monté un accélérateur l'année dernière avec 8 grands groupes. Il y avait Airbus, Vinci, GRT Gaz, L'Oréal. Donc c'était les directeurs achats de ces grands groupes qui sont réunis autour d'un accélérateur qui combinait à la fois du conseil, où on a réalisé un diagnostic de la maturité achat sur l'achat innovant auprès des grands groupes, et puis on avait un volet formation et échange entre pairs. Donc cette année on va finir la première saison, la première promotion, et on a décidé de lancer une deuxième année. On a déjà de grands groupes français qui ont annoncé qu'ils allaient également joindre cette deuxième promotion. Et voilà, donc je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est effectivement quand on parle de collaboration grand groupe start-up, et ce qui ressort vraiment des échanges qu'on a eus autour de cet accélérateur, c'est une des forces des structures qui sont les plus efficaces, c'est lorsqu'elles arrivent à combiner des groupes de travail qui regroupent à la fois l'innovation, l'achat, les métiers, le juridique. C'est une des bonnes pratiques. On voit aussi que lorsqu'on commence à mettre des KPI sur la performance d'achat innovant, ça commence à tirer l'organisation vers cette tendance. Ensuite, d'impliquer davantage les directions achats dans la stratégie d'innovation, c'est aussi un des principaux leviers qu'on a pu voir. Donc l'idée, et nous notre rôle à travers cet accélérateur, c'est d'aider les grands groupes à mieux positionner la direction achat. Je crois que c'était Jean-Noël Barrot à l'époque qui l'avait appelé le MBA des directeurs achats. On n'a pas cette ambition, mais voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice pour que dans 10 ans ou dans 15 ans, on ne considère pas le directeur achat comme un frein lorsqu'il faut contractualiser le contrat, mais comme une force de proposition. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cette matinée et votre participation à l'événement. Merci Benoît. On va commencer directement. Moi, je ne vous présente pas la French Tech Grand Paris, mais voilà, association indépendante. On fait plein de choses, on réalise plein de choses. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Il y a déjà pas mal de membres ici. Je vais donner la parole à Nathalie Leroy, donc déléguée générale du Conseil national des achats, qui va nous parler des do's et des don'ts dans la collaboration avec les achats, et à Pierre Pelouzet qui va nous parler du rapport mis en place sur la collab Startup Grand Groupe. Voilà, merci beaucoup et merci effectivement, je voulais à la French Tech Grand Paris, à RaiseLab et également Hub BPI d'avoir permis l'organisation de cet événement aujourd'hui. On voit qu'il y a un écosystème start-up
qui est extrêmement dynamique depuis 10 ans. On a effectivement pléthore de start-up qui montent et on voit à quel point on en a besoin. Le contexte géopolitique, le contexte, la réglementation au niveau de la décarbonation, il y a un certain nombre de sujets qui montrent à quel point l'innovation est essentielle pour les organisations, pas que pour les directions achats. J'ai pu participer à un sommet mondial fin août, début septembre, avec d'autres entités achats mondiales. On a une présentation des Chinois, en tout cas de la façon dont ils intégraient l'IA et système d'information dans leur métier. J'ai eu l'impression de voir un autre acheteur, un acheteur augmenté, et une autre fonction achat. J'allais dire, j'ai eu un choc. Enfin, en tout cas, si j'ai un message à passer, c'est que l'innovation, on en a besoin pour la France. On en a besoin effectivement, mais surtout dans ce contexte actuel, pour accélérer les transformations. On a pris du retard, donc essayons effectivement d'accélérer tout ça. On a besoin d'industrie durable, on a besoin de travailler sur le domaine de la santé. On peut rattraper ce retard en remontant collectivement tous nos manches et en faisant travailler nos cerveaux, mais on en a réellement besoin parce qu'ailleurs, ils ne nous ont pas attendus. Donc ça, c'est le premier message que je voulais passer. Donc aujourd'hui, on va parler de collaboration. Collaboration effectivement avec vous, start-up, mais aussi collaboration avec l'interne. On reviendra dessus. Il est important que les directions achats prennent aussi leurs responsabilités et à travers effectivement l'expression des besoins. Bien entendu, on a envie, on a besoin d'aller sur l'innovation. En même temps, à faire appel à l'innovation, c'est aussi répondre à un besoin. Donc un besoin, c'est beaucoup plus travailler avec ses prescripteurs, avec les directions de la recherche, direction d'innovation. Là, je l'évoquais avec Jean-Luc Breuil de Safran, par exemple, il y a quelques minutes. On a besoin d'apprendre à beaucoup mieux se connaître. L'innovation, ce n'est pas que les achats, ce n'est pas que le juridique, ce n'est pas que la direction de la recherche. On a un gros travail à faire là-dessus. Et effectivement, à travers des programmes comme vous pouvez le faire sur DAPI, on a envie aussi que ça fasse des petits. Moi, j'ai vu la première promo, effectivement, les directeurs ou directrices achats, comme quelqu'un comme Sophie Maquet, qui en parle aussi à ses pairs. C'est important, effectivement, d'aller dans cette démarche vertueuse. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Pierre et vous dire pourquoi j'ai proposé que Pierre soit présent. Donc, on est partenaire de la French Tech et ça me semble essentiel. Jean-Noël Barrot, il y a 2 ans de ça, je crois, nous avait dit, m'avait dit, Madame Leroy, on a besoin de vous, acheteurs. Donc, voilà. Et je pense qu'on va aller encore beaucoup, beaucoup plus loin dans la démarche. Je vois Sabrina et on est en train de travailler activement avec vous pour effectivement permettre à notre réseau. Cette association, c'est plus de 20 000 acheteurs. Ce sont beaucoup de belles organisations privées et publiques. Il ne faut pas oublier le public aussi qui est très actif et très moteur sur le sujet. Et donc, en fait, lorsque Pierre va nous en parler, a été décidé de mettre en place ce premier observatoire des relations grands comptes et start-up. Ça nous a semblé important, effectivement, d'y participer à travers le CNA. On ne peut pas progresser sans baromètre. Donc, je vais laisser Pierre peut-être déjà évoquer ce premier baromètre, donner quelques résultats, évoquer le deuxième, parce que Pierre est intervenu auprès de notre club des directeurs achats. On a besoin, il y en avait, je n'ose pas dire le chiffre, il n'y en avait vraiment pas assez qui ont répondu à cet observatoire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, un certain nombre dit, finalement, ok, on achète pourtant auprès des startups, on pourrait aller beaucoup plus loin. Enfin bon, c'est peut-être pas, mais c'est déjà une première. Ces prises de conscience sont essentielles. Donc avant de poursuivre, j'ai laissé la parole à Pierre sur cet observatoire. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Pierre Pelouzet, donc médiateur des entreprises. Tout le monde connaît le médiateur des entreprises? Non? Ouais, c'est ça. Je vais commencer par ça, si vous voulez bien, en 2 mots, dire le rôle du médiateur des entreprises. Alors j'ai la chance d'être nommé par le président de la République, placé auprès du ministre de l'économie, ce qui fait un peu rire en ce moment, parce qu'on ne sait plus qui est le ministre de l'économie, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler, dans un but précis, renforcer la confiance entre les acteurs économiques. C'est-à-dire que le constat qui a été fait à la création, ça fait 12 ans que je suis médiateur, donc je suis triste que vous ne me connaissiez pas encore, mais bon, maintenant ce sera fait.
c'est de mettre en place des outils pour que les acteurs économiques c'est qui? C'est les entreprises entre elles ou les entreprises et les acteurs publics, notamment dans le cadre des marchés publics, se parlent, collaborent, travaillent mieux, développent du business plutôt que d'être fâchés, de ne pas se comprendre, de s'ignorer ou de passer les uns à côté des autres. Donc d'abord on a un service public de médiation, donc pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez une difficulté, si vous êtes un grand compte avec un fournisseur ou si vous êtes une PME, une start-up avec un grand compte, un client qui paye mal, une rupture de contrat, je ne sais pas, un désaccord sur tel ou tel point d'un chantier qui se finit pas bien, si vous êtes un commerçant et que vous avez un problème avec votre bailleur, si votre note d'électricité vient de flamber et que vous n'arrivez pas à discuter avec votre fournisseur d'énergie, voilà, sur tous ces sujets-là, client-fournisseur, vous pouvez saisir la médiation des entreprises et on va vous aider en toute confidentialité à rapprocher les points de vue, à trouver un dialogue, à vous parler et à trouver votre solution. Et puis en parallèle, on essaye de développer des outils pour améliorer la confiance. C'est bien de venir en pompier, mais c'est encore mieux de changer les comportements. On travaille notamment avec le CNA sur ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables. Donc il y a une charte, il y a un label sur les achats responsables, il y a tout un parcours, je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas l'objet de ce matin, mais si ça vous intéresse, sur le site du CNA ou de la médiation, vous retrouverez ce parcours national des achats responsables. Et donc c'est presque naturellement que quand le sujet s'est posé des relations entre les grands comptes et les startups, le ministre, effectivement, Jean-Noël à l'époque, m'a dit « Tiens Pierre, ça serait sympa si tu pouvais prendre en main ce baromètre et essayer de mesurer, de mieux comprendre et peut-être même de faire des propositions pour aller plus loin sur les relations entre les grands comptes et les startups. » Je pense que c'est le bon moment en plus, au-delà de la situation politique, géopolitique, etc. Il y a plusieurs constats qui ont été faits. J'étais hier à l'Observatoire des outils de soutien à l'innovation avec le comité Richelieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi ça. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce qui a fait qu'un certain nombre de startups ont pu démarrer, les outils comme le CIR, le C2I, le JEI, etc., ont aujourd'hui à peu près atteint leur maturité. Ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter, au contraire, il faut continuer, mais c'est plus là-dessus qu'on va trouver du développement. Après, il y a le monde des investisseurs, c'est plus ce que c'était. Le monde des investisseurs, il y a quelques années, on avait une bonne idée, on faisait un tour de table et c'était merveilleux. Aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup plus regardants, beaucoup plus frileux même, et ils préfèrent faire de l'investissement de développement sur une entreprise qui marche déjà bien, plutôt que d'aider une start-up à démarrer. Donc de ce côté-là aussi, les relais de croissance, ils ne sont peut-être pas là. Reste, j'allais presque dire, reste le plus important, ce qui devrait faire l'essence de toute entreprise, les clients. Et c'est là où tout ce programme prend tout son sens, c'est là où ça va se passer. Est-ce que les clients vont être au rendez-vous ou pas? Et la bonne nouvelle, comme l'a dit Nathalie, c'est que les clients ont intérêt à être au rendez-vous. C'est-à-dire un grand compte aujourd'hui qui ne regarde pas l'innovation que peut lui apporter les startups, c'est un grand compte qui demain se met en danger. Et quand je dis demain, ça peut être dans pas longtemps. Donc ces grands comptes, et d'ailleurs ça se voit dans l'étude, commencent à prendre conscience de ça. Ah bah ouais, tiens, on est en train de passer à côté d'un truc, et peut-être que demain on va être en danger, voire même mourir, parce qu'on est passé à côté d'un truc. Donc ce baromètre, il a été fait comment? On a essayé d'avoir deux volets principaux. Le premier, c'est de mesurer. Il n'y avait aucune mesure de ce que j'appelle le taux de pénétration des startups dans les grands comptes. C'est-à-dire les grands comptes ne savaient pas. Quand on demandait à une grande entreprise, alors ça représente quoi chez toi les achats auprès des startups? Ils disaient, bah, ah ouais, on bosse avec eux, ouais, j'en ai vu une, on a bien travaillé. D'accord, mais ça représente quoi? Bah, je ne sais pas. Donc, première chose, mettre en place de la mesure. Ça n'a pas été simple. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est une start-up. Bon, alors, on a abandonné l'idée de le faire. Parce que sinon, je pense que l'Observatoire, dans 10 ans, il aurait vu sa première version. Donc, ce qu'on a fait, on est allé voir tous les experts des startups, la mission French Tech, avec qui, naturellement, on travaille, puisque c'est dans le cadre de Je choisis la French Tech qu'on fait ça, mais aussi Numéum, mais aussi Village by CA, mais aussi, je ne vais pas tous les citer, mais il y a énormément d'associations, de regroupements qui fédèrent des startups, et on leur a dit, envoyez-nous vos listes de startups. Et donc, on a constitué probablement la première base de données des startups en France, qui compte entre 20 et 25 000 startups quand même, donc c'est pas mal.
Et puis on a dit au grand groupe et au monde public, ce qui serait sympa, c'est que vous croisiez cette base de données avec vos achats. Comme ça, vous allez savoir, et puis nous, on va savoir. Sur le monde public, on a la chance d'avoir un organisme qui s'appelle l'Observatoire économique de la commande publique qui regroupe tout ça. Donc là, on a pu faire le croisement facilement. Sur le monde privé, tu l'as dit, ça a été un peu plus compliqué. On a dû aller les chercher un par un. Mais l'année dernière, il y a quand même 45 grands comptes, et non des moindres, qui ont accepté de jouer le jeu, ce qui nous donne quand même un premier indicateur assez intéressant, assez fiable de ce que ça peut représenter. Deuxième étape, on a fait un sondage croisé, ce qui est toujours un peu amusant. C'est-à-dire on pose un peu les mêmes questions aux grands comptes et aux startups, et on voit les résultats. Et puis après, on a complété dans ce rapport que vous trouverez sur le site du médiateur des entreprises, bien entendu, en collectionnant toutes les études qui peuvent expliquer, éclairer, donner des éclairages différents. Et on a travaillé avec un peu tout l'écosystème des gens qui travaillent autour du monde des startups. Voilà. Sans plus attendre, et ça, je vais quand même rentrer dans les résultats. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas si mal. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement. Comme on a pris 2021-2022, et là cette année on va mesurer 2023-2024, on voit que d'une année sur l'autre déjà ça commence à décoller. Pour autant, les chiffres donnent quoi? Achats publics, 1% des achats publics vont vers les startups. Vous allez dire, c'est quand même pas beaucoup. 1%, c'est 1,8 milliard d'euros. Et là, vous dites, quand même, c'est pas mal. Hein? Donc, chaque pourcent gagné, ça va représenter des milliards qui vont aller nourrir, faire grandir, créer de la collaboration avec les startups, et le monde public prend conscience aussi qu'il en a besoin. J'entendais hier les gens de la défense. S'il y a un monde qui se dit j'ai besoin de l'innovation, c'est bien le monde de la défense. Et ils font tout pour essayer de trouver les moyens de mieux travailler avec les startups. Dans le monde privé, sur les 45 grands comptes, on a fait la médiane des achats avec les startups. On est arrivé à 2,3 à 2,4. 2,3 en 2021, 2,4 en 2022. Là aussi, on dit c'est pas beaucoup. Mais quand même, c'est 2,2% en moyenne sur les 45 grands comptes. C'est près de 4 milliards qui vont vers les startups. Donc là aussi, un potentiel énorme, sachant quand même que ceux qui travaillent le moins avec les startups sont autour de 0,5, ceux qui travaillent le plus sont autour de 10%. C'est-à-dire qu'il y a des grands comptes qui arrivent à dépenser 10% de leurs achats avec les startups, dans des domaines évidemment plus technologiques, plus pointus, mais donc c'est possible. Donc premier enseignement de ce baromètre, on a une mesure, et on va continuer à mesurer dans les années qui suivent. La mesure nous dit, il y a quelque chose qui se passe, ça progresse d'une année sur l'autre, mais il y a encore un potentiel énorme. Après, il y a eu quelques enseignements assez intéressants au travers du sondage. D'abord, nous on partait du présupposé qu'une des barrières fondamentales, c'était la perception de risque. Les grands comptes, on se pensait que, ah ouais, non, mais si je bosse avec une start-up, ça ne va pas être pérenne, ils vont disparaître, ils ne vont pas être sérieux, etc. Bonne surprise, non. La majorité des grands comptes disent non, ça ne nous gêne pas. On est conscient maintenant qu'il y a un écosystème de start-up qui a une certaine stabilité et avec lesquels on va pouvoir travailler sur la durée. Donc, ce n'est pas ça qui bloque. En revanche, le discours des grands comptes, c'est recherche start-up désespérément. Où sont-elles? Que font-elles? J'arrive pas à les trouver. Et paradoxalement, du côté des startups, c'est recherche grands comptes désespérément aussi. C'est comment on leur parle, comment on leur montre nos produits, comment on arrive à les convaincre. Et c'est là où ça coince, c'est là où ça bloque. Les grands comptes ont une méthode traditionnelle pour faire des achats, qui date depuis la création des achats. Ils font un appel d'offres. Alors un appel d'offres, c'est quoi? C'est je prends ce que j'avais déjà et je le remets sur le marché pour essayer de l'obtenir au meilleur rapport qualité-prix. Je caricature un petit peu. Évidemment, la start-up ne peut pas répondre. Un, c'est très compliqué. Et deux, ce qu'elle amène, ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ça ne matchait pas. Et de la même manière, les startups disaient, ben, j'aimerais bien montrer ce produit nouveau, etc., mais je ne trouve pas la personne. Constat quand même, dans 25% des grands comptes, il y a au niveau des achats une madame, un monsieur start-up.
Donc on se dit, il y a peut-être une piste. Et ça fait partie des pistes qu'on va creuser. Qui est ce monsieur, madame startup? Comment ça marche? Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce qu'il peut faire plus? Comment on peut en faire une bonne pratique et la diffuser? Et on va y revenir, ce sera un des objets de ce qu'on va faire sur cette année. Dernier enseignement, au-delà de plein d'autres, encore une fois, prenez le temps si vous pouvez d'aller fouiller tout ça. Il y a énormément d'informations, le sondage va très loin dans les questions, mais je ne peux pas tout vous donner ce matin, ce serait beaucoup trop long. Mais un point qui me tient à cœur, la RSE. La RSE, on a posé la question, est-ce que c'est un frein, est-ce que c'est un accélérateur, est-ce que c'est une complexité? Les startups nous ont dit, oui, on a de plus en plus de demandes des grands comptes de RSE, et 2, c'est super. Parce que nous, on est des entreprises engagées, et donc nous, on est tout à fait d'accord pour montrer, et on pense que ça peut être une valeur ajoutée pour nous, de montrer l'engagement qui se trouve dans les startups. Donc oui, il faut continuer dans cette voie-là. Voilà quelques enseignements pour avancer. Et avancer, ça veut dire quoi? On va bien sûr reproduire ces mêmes exercices cette année, et j'espère que beaucoup de gens vont participer au croisement de données. C'était l'appel que j'ai lancé au club des directeurs achats du CNA au sondage, parce que là aussi, plus il y a de monde qui répond, et j'espère que vous serez tous destinataires si vous n'avez pas été du sondage cette année. En tout cas, on fera passer par tous les canaux, donc au mois de janvier, vous devriez recevoir un lien pour répondre à ça. Et puis, on a commencé à faire 4 groupes de travail pour essayer d'avancer sur ces sujets-là, donc avec des startups, avec des grands comptes, comment on améliore la communication, comment on simplifie, qu'est-ce que c'est que ce monsieur, madame startup, est-ce qu'on peut lui donner un rôle plus important et faire en sorte que tous les groupes publics et privés aient un monsieur, madame startup. Voilà, toutes ces questions-là, c'est ça qu'on va travailler dans les semaines qui viennent, et on va publier un prochain rapport, normalement à peu près à la même date que cette année, c'est-à-dire entre mai et juin de l'année prochaine, et j'espère que ça vous intéressera tous. Voilà en quelques mots l'Observatoire des relations entre les grands comptes et les startups. Donc, merci Pierre. Effectivement, je trouve que cet observatoire était très éclairant parce que finalement, les peurs, elles se situent peut-être pas là où on pensait. Donc, voilà, ce qui ressort vraiment, c'est le fait d'être amené à créer du lien, à collaborer les uns et les autres. D'où l'importance effectivement de tous les travaux, enfin toutes les rencontres qu'on peut organiser conjointement et comme on est en train de le faire ensemble. C'est tout un écosystème qui doit se renforcer. Vous avez besoin des grands comptes et réciproquement. En même temps, on ne parle pas non plus que de grands comptes, comme on l'évoquait avec Alexandra tout à l'heure. L'innovation, c'est aussi dans les PME, les ETI qui sont extrêmement dynamiques. Je pense que la posture vraiment à voir côté achat, et même si, voilà, lorsque tu l'évoquais, c'est monsieur ou madame innovation, ce sont également des cellules innovation qui se mettent en place. Lorsqu'on l'évoque, je parlais par exemple avec Enedis, Thierry Pagès, il me dit chez moi, il y a effectivement, il s'était inspiré de choses qui avaient été mises en place aux US. J'ai une cellule innovation, des gens qui sont dédiés, qui parcourent et qui sont là aussi pour répondre à vos besoins, mais au-delà de ça, de repenser aussi les processus, comme tu disais Pierre. Il faut dépasser les processus achats traditionnels, il faut simplifier, notamment je pense à l'Agence des participations de l'État sur la partie des achats publics. Il y a un travail qui est réalisé actuellement avec les ADAJ pour simplifier ces process. Par exemple, encore sur les achats publics, je peux citer aussi le portail Approche qui a été mis en place par la DAE. J'ai quand même un certain nombre de contacts aussi avec des startups. Parfois ils m'ont dit mais c'est quoi Approche? Et je sais que j'ai répondu, donner le tuyau à certains qui m'en ont remercié parce que c'est des milliers de projets qui sont mis en ligne, qui donnent une visibilité sur 4 ans. Donc n'hésitez pas. Et parfois, même si on multiplie la communication, il faut continuer parce qu'on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives, de choses qui sont mises en place. On parlait d'API tout à l'heure. Finalement, tout le monde ne le connaît peut-être pas et il faut continuer vraiment à communiquer là-dessus. Donc une posture pour les achats, peut-être aussi d'humilité, reconnaître que l'innovation, c'est pas que l'innovation interne. On va avoir besoin pour accélérer d'aller chercher cette innovation en externe. C'est peut-être aussi avoir un esprit entrepreneur, avoir le courage et prendre le risque.
Voilà, à un moment, on ne peut pas rester non plus sur du traditionnel si on veut être sur la compétitivité et de la résilience, mais également du respect par rapport aux startups, respect par rapport au délai de paiement, mais effectivement aussi qu'à un moment, on doit accompagner effectivement et adapter ses process à ces startups, et puis faire attention aussi à un moment de ne pas tomber non plus lorsqu'elle grandit dans la dépendance économique. Et puis peut-être un conseil côté startup, ne pas hésiter aussi à avoir cette approche business, commerciale en tout cas. Les sujets sont passionnants, sont parfois peut-être trop techniques, et donc d'avoir cette approche, c'est vraiment la rencontre d'une offre et d'un besoin. Parfois l'offre peut être un petit peu décalée par rapport aux besoins, donc ça veut dire peut-être aussi l'adapter, travailler en termes de fonctionnalité, mais vraiment aussi d'avoir cet esprit de création de valeur. Les grands comptes ont besoin de vous, mais ils ont aussi en même temps besoin de justifier en interne le retour sur investissement à la création de valeur. Donc je crois que on a tous besoin les uns des autres, enfin tous besoin et notre pays, l'Europe, je pense que là on a besoin de vous, il faut vraiment être amené à se parler. Donc n'hésitez pas. Nous côté CNA, donc on travaille effectivement aussi avec les startups. Dans quelques jours, on fait une soirée sur la restitution d'un baromètre de la transformation digitale. Je suis en lien avec la French Tech. Voilà, on invite les startups à venir gratuitement à cette soirée. Et c'est important parce que ça va vous permettre de rencontrer ces directions achats, de voir effectivement sur le sujet de la transformation digitale ce qui se crée. Enfin, moi, je suis, au-delà des intentions, je pense qu'il faut être aussi très concret, très terrain. Donc n'hésitez pas, multiplier ces rencontres. On en a vu pas mal à Big. Notamment à ProDurable, etc. J'en ai vu certains dans la salle qui sont venus me voir tout à l'heure, avec qui on a échangé, on a partagé, voilà, on a prévu un webinar dans quelques temps parce que la solution me semble extrêmement intéressante. Il y a plein de moyens de travailler ensemble. Merci Nathalie, merci Pierre. On va donner la parole à Lucie Vinet, donc, qui est directrice adjointe de la mission French Tech, qui va nous parler du programme Je choisis la French Tech. Merci Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie pour ce superbe témoignage. Je pense que c'est vraiment important, et ce que je retiens des interventions de ce matin, c'est que plus il y a d'initiatives pour favoriser la collaboration entre les grands groupes et les startups, plus on y arrivera. C'est un sujet qui est sur la table depuis longtemps, mais qui quand même prend toute sa signification dans un moment où le financement pour les startups se crispe un peu, et où en fait, 1 euro d'un client aujourd'hui, c'est vraiment essentiel, et c'est même encore plus important que 1 euro d'un investisseur. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on s'engage tous dans cette direction pour réussir à travailler ensemble. Et je trouve que c'est vraiment chouette et réjouissant de voir que même si on voit que c'est pas si simple, on travaille tous dans la même direction pour pouvoir y arriver. Et il faut aussi accepter de se mettre en mouvement les uns et les autres, que ce soit les startups, pour réussir à peut-être adapter son pitch pour justement être plus commercial, et aussi les grands groupes réussir à aussi faire évoluer ces process, même si c'est pas toujours si simple. Voilà, de petite introduction. Justement pour faire avancer ce sujet, à la mission French Tech, on a décidé qu'on voulait s'emparer de ce sujet pour nous aussi contribuer, pour que l'État se mette vraiment en mouvement sur ce sujet et puisse faire avancer les choses. Donc on a lancé le programme Je choisis la French Tech il y a maintenant 1 an et demi à Vivatech en juin 2023, vraiment avec pour objectif de faire doubler la commande auprès des startups, qu'elles soient publiques ou privées. Donc merci Pierre d'avoir travaillé sur cet observatoire, parce que justement ça nous permet d'avoir des chiffres, un point de départ, et on sait qu'on passait dans la vie de start-upeuse, sans chiffres, sans KPI, on va nulle part, c'est impossible. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses. Et donc ça nous a permis d'avoir ce point de départ pour savoir où aller, et puis aussi d'engager nombre de partenaires. Aujourd'hui, on a plus de 500 entreprises qui sont engagées dans ce projet, que ce soit des grands groupes, des ETI, des PME, des startups, et puis aussi des institutions, parce que, on le disait, la commande publique, c'est aussi
un aspect essentiel des choses. On voit que la direction des achats de l'État, elle bouge. On cherche à simplifier pour que l'accès à la commande publique soit simplifié. Donc voilà, il y a tout un beau mouvement qui s'est mis en place autour de ce programme. On est très heureux de ça, mais il faut aller encore plus loin. Peut-être pour vous donner quelques éléments sur ce programme, c'est vraiment 3 piliers. Le premier, c'est la mise en relation, parce qu'en fait, voilà, il faut bien commencer quelque part la contractualisation et le business. Donc c'est vraiment des mises en relation individualisées pour les grands groupes qui se sont engagés, mais aussi autour d'événements beaucoup plus thématiques, pour que vraiment ça soit des mises en relation qui aient du sens, pas seulement se parler sur un manche debout à un événement, mais se dire comment est-ce qu'on arrive à faire matcher l'offre et la demande, parce qu'on sait que c'est vraiment là qu'est la clé. Donc voilà, on a pu avoir plus de 5000 mises en relation ces 18 derniers mois, aussi bien, je pense à la ref du MEDEF à l'été dernier, ou même la semaine dernière avec des acteurs publics, voilà, aux rencontres Agir à la gendarmerie, où il y a eu plus de 100 rencontres entre start-up et acheteurs publics. Donc ça, c'est vraiment cette dimension mise en relation. La deuxième partie, c'est vraiment celle de la formation, où là, on travaille notamment avec le hub et sur la formation d'API, qui est vraiment, je pense, essentielle pour faire bouger les choses, où voilà, ça permet aussi d'avoir des échanges, et ça, Benoît vous en a super bien parlé, donc vraiment, je pense que on a besoin que ça continue, que ça avance pour qu'il y ait aussi une prise de conscience. Et puis nous, on travaille aussi du côté des startups, parce que c'est l'écosystème qu'on accompagne, et notamment sur tout l'aspect de la commande publique, avec une formation certifiante en ligne qu'on va lancer en début d'année prochaine, pour justement faciliter l'accès à la commande publique, pour expliquer comment ça fonctionne. On sait que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de lourdeur, mais voilà, je pense que si on arrive à expliciter les choses, à un peu désacraliser, simplifier, expliquer, on arrivera à faire bouger les lignes. Je pense que vraiment cette dimension de formation, elle est essentielle, parce que sans se comprendre, sans se connaître, on n'arrivera pas vraiment à faire bouger les choses. Puis peut-être pour terminer sur une note plus positive, le dernier pilier, c'est celui de la mise en avant, parce que bon, on voit que ça demande des efforts de part et d'autre, mais bon, que quand ça fonctionne, c'est réjouissant, ça marche, c'est fructueux, et donc je pense que nous, notre rôle, c'est aussi de mettre en avant ce qui a fonctionné pour créer un peu un effet boule de neige et donner envie aux autres. Je veux dire, voilà, on est quand même dans un monde capitaliste, et donc si le grand groupe voisin fait un partenariat avec une start-up, innove plus vite que son concurrent, bon, c'est aussi à nous de jouer sur cette corde d'un peu de compétition pour faire bouger les choses dans le bon sens. Donc voilà, nous, on a vraiment aussi cet enjeu de mettre en avant les collaborations qui se passent, voilà, et puis on en voit quand même émerger toutes les semaines des grosses collaborations entre, voilà, là on a à la fois entre les startups et les agglomérations, je vois par exemple Accenta, qui est une entreprise qui permet de monitorer et de réduire la consommation énergétique pour les agglomérations. Bon, elle tisse de plus en plus de partenariats, de contrats. Bon, ça c'est super, il faut le mettre en avant, et ça montre que c'est possible. Donc voilà, je vous engage vraiment à vous mettre en mouvement, et puis nous, à la mission French Tech, à la French Tech Grand Paris, on est aussi là pour créer le lien et justement multiplier, comme le disait Nathalie, les échanges pour que justement ça marche et on arrive à grappiller tous les points de pourcentage une année après l'autre. Voilà, et avec Sabrina qui gère le programme, on est aussi bien sûr à votre disposition pour échanger sur le sujet. Moi, je dis juste non, je ne dois pas parler, mais ce que je trouve génial quand même, c'est le collectif. Non, mais le collectif, parce que là, on a Raise Lab, on a le Hub BPI, on a French Tech Grand Paris, on est 3 acteurs qui œuvront au quotidien pour ça. On l'a sur le territoire national avec toutes les capitales French Tech qui font exactement la même chose sur leur territoire. Et en fait, c'est comme ça qu'on ira effectivement
Et le collectif, il est juste ultra puissant. Il faut qu'on continue à le... Malgré, encore une fois, le contexte actuel, là, qui est plutôt en mode se dire on a envie de tout lâcher. Mais il faut qu'on lâche pas. Et puis vous, les startups, n'hésitez pas à venir nous voir, nous, les uns et les autres, pour qu'on vous connaisse, qu'on vous détecte et que potentiellement vous fassiez des intros qui vont bien aussi avec les grands groupes au global, quoi. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Bravo. Mais en dessous, tu peux passer à la slide après, pardon, excuse-moi. On va passer au premier rétex. On a un premier rétex avec l'agence d'innovation défense, qui dépend du ministère des Armées, qui va être animée par Margot de BPI, du BPI. Et donc, je vais appeler Bertrand, Cyrielle et Victor. Et c'est un rétex avec la start-up 22. Mais non, mais on est français ou on est French Tech ou on est... Désolé, alors là, moi je milite contre l'anglicisme. Bonjour à tous, ravie d'être présente à vos côtés ce matin avec nos superbes témoins pour cette première table ronde. Je vais commencer déjà par vous présenter. Évidemment, n'hésitez pas à compléter s'il y a quelques éléments que vous souhaitez souligner. Donc, nous sommes en présence de Bertrand Gouillard, qui est chef de l'innovation ouverte, puisque nous sommes à l'agence de l'innovation de la défense. Bertrand, ça fait quasiment 25 ans que tu œuvres sur ces sujets achat et innovation. Et tu as rejoint cette agence de l'innovation de la défense, notamment pour aider le ministère de la Défense à porter tous les sujets d'innovation. Ce que je trouvais intéressant dans la présentation, qui ne sont pas toujours prévus. Et c'est intéressant notamment quand on parle de ministère et quand on parle d'autant plus de la défense. Donc tu pourras nous en dire un tout petit peu plus à ce sujet dans quelques secondes. Nous sommes aussi en présence de Cyrielle. Cyrielle, tu es acheteuse senior pour l'AID aussi. Et tu as œuvré aux côtés de Victor Bluyet, qui est responsable des affaires publiques et du business développement pour 22, sur la mise en place de ce test de la solution 22 auprès d'un premier site, d'une première base, et puis même de quelques autres. Et vous nous en direz un petit peu plus tous les deux aussi. Bertrand, je te laisse la parole pour nous parler de l'AID. Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, heureux de pouvoir participer effectivement à cet événement. Nous, on est effectivement tout à fait partie prenante dans l'écosystème innovant au sein de tous les acteurs avec lesquels on travaille, donc notamment les startups, mais effectivement on a parlé des ETI, des PME innovantes, donc c'est ça que c'est important, et puis forcément avec tous les acteurs type French Tech, BPI et autres. Pour un petit point sur l'agence Innovation de Défense, alors c'est vrai que l'agence Innovation de Défense a été créée en 2018 sur plusieurs constats, et notamment en fait par rapport aux nouveaux enjeux qui sont de trois natures différentes. On est vraiment sur des nouveaux champs de conflictualité. Donc ça, c'est clairement, effectivement, que ça soit dans la partie sous-marine de moins 6000 mètres jusqu'au satellite à 36 000. On fait pas je ne vais pas faire de détails plus que ça, mais bon, on voit bien que les problématiques de câbles sous-marins, ça pose quand même un problème de la défense notamment, et puis de rapprochement, certains satellites ennemis ou en tout cas pas forcément amis dans les 36 000 km au-dessus de nos têtes, effectivement, nous pose aussi certaines difficultés. Donc on a vraiment ces enjeux de nouveaux champs de conflictualité, et bien évidemment le cyberespace, bien évidemment, qui nous préoccupe de facto. Mais voilà, donc on a vraiment ce premier contexte. Le deuxième contexte, c'est lié vraiment en fait aux nouveaux usages qui sont détournés pour des usages plutôt militaires. Bon, bien évidemment, la guerre de l'Ukraine le met clairement en exergue avec l'histoire des drones. Mais voilà, donc il n'y a pas que ce détournement d'usage, mais on voit bien que le monde civil en fait évolue beaucoup plus vite en fait que le monde militaire, ce qui était vrai il y a 15 ans, 20 ans, 50 ans, où c'était le monde militaire en fait qui entre guillemets drivait l'innovation. Maintenant en fait c'est l'inverse. Quand on voit en fait le chiffre d'affaires bien sûr, mais les budgets de R&D d'Amazon, c'est largement 10 fois plus que celui du ministère des Armées. Donc forcément, on est obligé de concourir avec des acteurs privés. Et donc voilà, c'est toute l'idée de l'agence de pouvoir fédérer en fait ces initiatives-là du monde public.
et du monde privé avec lesquels on travaille de concert. Et peut-être juste deux petites minutes sur l'innovation. Donc nous on a l'innovation, ce qu'on appelle planifiée, donc c'est plutôt sur du long terme, 5, 10, 15, 20 ans, c'est vraiment voilà, des grands programmes militaires. Mais il y a l'innovation ouverte, et l'innovation ouverte c'est vraiment capter l'innovation venant du civil. Nous on a vraiment cette appétence-là à détecter des innovations venant du civil, et dans tout domaine différent. On est aussi bien dans le domaine de la santé, domaine de l'énergie, de domaine du maintien en conditions opérationnelles. Donc on a 8 thématiques d'innovation ouverte, et donc c'est pour ça qu'on est suffisamment large pour qu'on soit captif de projets qui peuvent nous intéresser. C'est pour ça qu'on a un guichet, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on a un guichet aussi pour capter des innovations qu'on n'aurait pas nous-mêmes détectées. Et donc les entreprises peuvent venir nous voir en disant voilà, j'ai un projet qui peut intéresser le ministère des Armées, et donc ce guichet est ouvert pour vous et pour les entreprises innovantes. Ok, merci beaucoup Bertrand. Donc, ce guichet, une question, comment est-ce qu'on fait pour le trouver, et est-ce que vous êtes tout le temps ouvert, on va dire, pour capter ces innovations, ou est-ce qu'il y a des temporalités dans l'année? Alors, on n'est pas du 24/7, mais non, on a des horaires classiques de bureau. Non, mais pour dire, en fait, c'est un site web, d'autres sites web, donc c'est l'Agence Innovation de Défense, et il y a un onglet qui s'appelle Projet. Et donc en fait c'est ce qu'on appelle une plateforme type guichet unique. Donc vous pouvez vous auto-référencer. Donc ça c'est la première étape très simple, hein. Deux, trois questions, pas plus. La deuxième, c'est si vous avez un projet qui vous semble intéressant pour nous, parce qu'on n'a pas forcément détecté votre structure en tant que telle, même si on a beaucoup de canaux. En fait, vous pouvez déposer un projet, et puis après, vous pouvez organiser en fait un entretien téléphonique avec nos équipes au bout de 3 semaines, 1 mois, qui vous permet effectivement de nous d'avoir analysé, de dire voilà, est-ce que dans ce premier entretien, ce qu'on appelle qualifiant, est-ce que ça a un intérêt ou pas pour le ministère, parce que soit c'est un intérêt parce qu'on n'a pas forcément détecté cette innovation, donc ça peut être intéressant, soit on vous dire finalement on a déjà 3, 4, 5 projets identiques, et donc malheureusement la temporalité n'est pas forcément la bonne. Donc voilà, donc c'est vraiment un guichet ouvert, et donc moi j'ai une équipe de quasiment une dizaine de personnes qui tous les jours œuvrent pour analyser les différents projets venant du monde extérieur. Donc voilà, je vous invite fortement à pouvoir nous soumettre des projets que l'on n'aurait pas forcément détectés initialement. Merci beaucoup Bertrand. Alors je vous propose qu'on se tourne maintenant vers Victor, parce que 22, bien que connu comme le loup blanc, peut-être qu'il y a encore des gens dans la salle qui ne sont pas complètement au fait de ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous résumer l'activité de ta startup? Absolument. 22 ou 22, on accepte les deux, il n'y a aucun souci. 22, on est éditeur de logiciels en intelligence artificielle. On vient faire des analyses de flux vidéo en temps réel ou a posteriori selon les besoins des clients. Donc typiquement, s'il faut détecter une intrusion, s'il faut détecter un seuil prolongé, s'il faut faire de la classification de véhicules, à partir des flux vidéo des caméras, on va pouvoir le faire. Donc il y a une partie détection et statistique. Ok, merci. Et donc cette année, vous étiez présent sur un salon. Et cette présence sur le salon a permis une belle rencontre entre vous et des personnes clés à l'armée de l'air, il me semble. Absolument. La rencontre avec le ministère des Armées ne s'est pas faite spécialement sur le salon, mais par contre, on va dire que le départ du projet, elle s'est faite sur le salon, donc le Forum Innovation Défense, où on a rencontré un responsable innovation d'une base aérienne qui avait des besoins. Donc on a après suivi une présentation. Et par la suite, il a fait une fiche d'expression de besoin, et c'est comme ça que j'ai rencontré justement l'Agence Innovation Défense par la suite, même si autour des salons qu'on pouvait mener, il y en a qui ont été cités, notamment Agir ou d'autres, on avait des mises en relation qui étaient assez fortes avec le ministère des Armées, et un peu de culot et un petit peu de respect ont fait qu'on a pu ensuite mettre tout le monde autour de la table et commencer un super projet. Donc l'idée, pour le résumer rapidement, c'était d'abord une base militaire, donc faire de la sécurité périmétrique, mais pas que. Et le projet a tellement eu d'engouement que le pilote s'est tourné vers 4 sites, donc 2 armées de terre, un de la marine et un justement armée de l'air. Et donc là maintenant on est sur ces phases, il y a déjà les premiers REX qui sont tombés et on a réussi à avancer rapidement. Ok, magnifique. Et tout ça grâce à l'échange que vous avez eu avec Cyrielle. Alors Cyrielle, en tant qu'acheteuse senior, tu travailles pour l'AID, tu fais partie de l'équipe qui pilote ces projets d'innovation ouverte. Mais tu n'as pas toujours œuvré au sein des achats, n'est-ce pas? Tu as d'abord commencé en tant que technique. Oui, exactement. On est, donc, comme décrivait Bertrand, au sein de l'AID, on travaille sur plein de domaines techniques.
Et je pense que le travail en tant qu'acheteur, en tant que service achat, c'est hyper important d'avoir cette appétence pour le technique, pour comprendre ce qu'on achète, pour... je ne dis pas que je comprends toutes les lignes de code que Victor fait, mais voilà, l'objectif, savoir pourquoi on travaille et comprendre le besoin pour être capable de, effectivement, réussir à monter un projet qui soit cohérent et qui réponde à la fois aux demandes au niveau des opérationnels et à la fois qui soit cohérent pour la société avec laquelle on travaille. Ok, hyper intéressant. Donc des profils diversifiés peuvent aussi amener une vraie richesse dans ces services achats et permettre à des projets techniques d'aboutir peut-être plus rapidement. Tout à fait. Est-ce que vous avez identifié l'un l'autre d'autres facteurs facilitants sur la mise en place de ce test et de ce projet? Oui, très important de signaler que sur ce projet, qui était une grosse enveloppe, quand même, mine de rien, pour 22, et j'imagine aussi pour le ministère des Armées, c'est que la relation avec les achats n'a jamais été un frein, et c'est la première fois que je pouvais dire ça de ma vie, dire là-dessus, notamment sur ce dossier. D'une part parce qu'il y a eu un facteur humain qui a été très important, et ça a été dit, je trouve, par l'ensemble des interlocuteurs, que ce soit par la BPI, que ce soit par le Sénat, par monsieur le médiateur, mais aussi dire qu'il y a une compréhension. On a fait une présentation d'ailleurs du produit sur un des salons à Madame Potigny, et il y avait une compréhension aussi de nos besoins qui sont différents des heures, mais il y avait aussi évidemment une compréhension de notre côté, dire que vous aviez des impératifs, et je pense que le compromis en fait il se fait tout simplement dans le dialogue. J'entendais que justement vous aviez des heures de bureau, moi j'ai eu la chance de tomber sur des interlocuteurs qui n'étaient pas spécialement sur des heures de bureau, lorsqu'on avait un impératif à justement aussi rentrer certains comptes, je ne vais pas vous l'apprendre au niveau start-up. Et donc voilà, et en plus de ça, je pense que le deuxième facteur, c'était la capacité de cartographier l'ensemble des acteurs qui pouvaient accélérer aussi le sujet, notamment du passage entre guillemets à l'acte et à l'achat. Donc ça, c'est vraiment le maître mot, c'est la cartographie. Vous imaginez bien qu'au sein d'un ministère des Armées, lorsque nous on est 50 et qu'on arrive face à 65 000 civils, et qu'il y a d'Irizi, AID, DGA, donc déjà je viens de dire 3 gros mots si on n'est pas du secteur, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais cette cartographie, elle se fait grâce à des acteurs qui sont tout simplement là aussi, je vois le BPI, je vois la French Tech, enfin voilà, c'est là-dessus, je parlais du culot et du respect, mais avant d'aller alpaguer des gens dans les salons, faut aussi avoir les salons, donc ça passe par ici. Ok, merci. Donc du culot, mais avec du respect. Et prendre le temps de connaître les acteurs à qui on souhaite adresser une proposition. Cyrielle, est-ce que tu as identifié d'autres facteurs facilitants, peut-être du côté de la commande publique ou de ce que vous avez mis en place? Oui, effectivement, en fait, l'AID, donc on est là pour répondre à ces besoins d'innovation, pour répondre aux besoins du ministère. On cherche de l'innovation, donc on essaye de se donner les moyens de pouvoir travailler efficacement. Et effectivement, au niveau du... Alors, c'est pareil, il y a des gros mots. Moi, je travaille beaucoup avec le code de la commande publique, puisque en tant qu'acheteur public, je dois respecter ce fameux code. Mais il se trouve que il y a eu des évolutions qui ont été faites, et il y a justement des moyens de respecter le code tout en achetant innovant, tout en étant... en s'affranchissant de l'appel d'offres dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir travailler en one-to-one avec une société si elle est identifiée, si elle répond aux différents critères qui font qu'on peut travailler en gré à gré. Mais ça nous permet en tout cas de travailler relativement rapidement. Donc on n'est jamais assez rapide pour la société avec qui on travaille, mais c'est quand même très très rapide par rapport au projet que le ministère peut passer. Et ça nous permet justement de pouvoir réagir et travailler dans le temps qui est raisonnable à la fois pour eux et à la fois pour nous. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de passer ces contrats. Et je permets juste de mentionner que on n'est pas non plus des requins pour récupérer les propriétés intellectuelles des différentes boîtes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a, encore une fois, on respecte le code, on respecte tout ce qu'il faut, mais on n'est pas là pour prendre la propriété intellectuelle. Donc, et voilà, c'est quelque chose qui fait peur à certaines PME, certaines startups, qu'on capte votre innovation. C'est pas du tout le but. L'objectif est qu'on puisse travailler ensemble et qu'on vous aide à avancer et que nous, on bénéficie de l'apport que vous
ce qu'on est venu acheter en tant que client, mais pas de... on n'est pas là pour de la concurrence avec les boîtes avec qui on bosse. Et je pense que l'un des marqueurs qui peut prouver aussi cette intention n'est autre que la création de l'agence de l'innovation défense, qui prouve qu'il y a un intérêt à créer une démarche d'open innovation, d'innovation ouverte. Et s'il y avait eu une intention stratégique de faire du M&A, il y aurait sans doute eu une autre agence qui aurait été montée par le ministère de la Défense. Tout à fait. Alors concrètement, par rapport aux éléments que vous avez identifiés comme à surmonter, comme pouvant être un peu complexes sur la mise en place de cette collaboration, parce que là vous avez dressé un portrait de la collaboration qui est magnifique, et s'il n'y avait que ça, il n'y aurait que des collaborations tous les jours entre startups et grandes institutions publiques comme les autres. Et s'il y a quand même quelques challenges qu'il faut avoir en tête quand on aborde un projet comme ça? Bon, le challenge numéro 1, il a été cité, hein, c'est le facteur temps, mine de rien, mais qui est challengé non pas forcément par l'acteur qu'on pense, mais par un acteur qui peut arriver. Typiquement, nous, on est éditeur de logiciels et on dépend de certains marchés intégrateurs, intégrations, qui font que on doit mettre tout le monde dans la boucle. Donc, ce qui est encore important, et je l'ai dit, hein, c'est cette notion de cartographie. C'est là où je trouve qu'on a été bon, en tout cas avec l'ensemble des acteurs, c'est qu'on les a mis tout de suite autour de la table. C'est-à-dire qu'on nous a dit, écoutez, on risque d'arriver dans le site où vous détenez le marché, notamment à travers un financement de l'Agence Innovation de Défense. Voilà, comment on s'arrange, comment on vous explique aussi notre métier, parce que vous ne connaissez pas forcément. Alors, c'est un frein dans le sens vraiment facteur temps, parce que ça a rallongé de quelques mois, on va dire, la prise de décision, mais c'était normal. Mais maintenant, au-delà de ça, c'est aussi qu'il faut être capable de prouver. Il faut faire aussi face en fait, à la façon de faire des bases dans le cas. C'est-à-dire que les métiers vont devoir utiliser une solution qu'ils n'avaient pas spécialement anticipée. Donc il y a ça aussi. Il faut, voilà. Donc, mais globalement, je pense que c'est tout sur ce cas-là. Cyrielle, de ton côté, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, mais je suis d'accord, globalement, même si moi, je ne rencontre pas les mêmes difficultés que toi, Nitito, mais de la même façon, ce qui est important, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Dans mon service, c'est pareil, parce que finalement, c'est tous les signataires, parce que c'est pas forcément moi qui signe les contrats, mais que tous les signataires soient au courant de ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont signer, pourquoi ils le signent, et c'est important de faire parler les gens ensemble. Et qu'on réalise, qu'on prenne conscience de la complexité de cette étape-là. Ça représente combien de personnes à peu près mettre tout le monde autour de la table dans un environnement comme le vôtre? Alors, chez moi, combien de personnes autour de la table? Je dirais que ça se compte, on dirait 5-6 à notre niveau. Ça reste raisonnable. Mais réussir à avoir les raisonnable. 5-6 personnes, ça peut monter haut au niveau hiérarchique et ça devient très très compliqué. Bien sûr. Mais voilà. Mais quand on connaît, il faut connaître les noms, identifier les gens et à ce moment-là, tout va plus vite. Et je pense que dans ces cas-là, on en revient au premier facteur clé de succès, qui est le facteur humain. Avoir deux personnes, une personne de chaque côté clé qui soit impliquée dans le projet et qui puisse aussi rassurer l'autre partie en disant bon, ça avance doucement, mais ça avance quand même et on va y arriver. Juste pour rebondir là-dessus, c'est hyper, je trouve hyper intéressant comme question, c'est qu'en plus on a fait le compte la semaine dernière parce que j'ai envoyé un mail un petit peu en tremblant parce que j'ai vu que j'avais 33 personnes qui étaient en copie. Donc je me suis dit, j'aimais bien la pièce jointe. et deuxièmement, blague à part évidemment, c'était surtout de se dire qu'on met tout le monde au courant. Après, il faut comprendre aussi qu'il y a des divisions régionales, il y a aussi les personnes opérationnelles qu'il ne faut surtout pas oublier et au contraire, encore une fois, c'est du facteur humain, il faut aimer les gens. Enfin, je trouve que c'est un peu bizarre de le dire, mais il faut le dire. Et en fait, une fois qu'on a ça et qu'on comprend et qu'on a vraiment une vue d'ensemble, que ce soit sur vraiment l'opérationnel, l'opérateur et jusque au preneur de la décision et au financeur, ça va quand même beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple, pardon. Donc encore une fois, par contre, il faut se faire accompagner. Enfin, je pense que là-dessus, si on n'a pas les ressources internes, et nous on a la chance d'avoir un super pôle affaires publiques aussi, qui permet de cartographier toutes ces choses-là, mais si vous avez l'occasion de vous faire accompagner pour justement cartographier, ça reste quand même un avantage. Ok, merci beaucoup pour ce conseil. Bertrand, Cyrielle, est-ce que vous avez un mot de la fin à nous partager sur
Bertrand, peut-être. Pas forcément un mot de la fin, mais bon, en tout cas, j'ai fait l'ouverture. Non, juste pour dire qu'effectivement, je vais peut-être pas forcément préciser, mais quand on travaille, nous, avec des structures innovantes type start-up, on cherche vraiment la dualité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas des sociétés qui sont directement dans le domaine de la défense, parce qu'effectivement, la direction générale de l'armement est suffisamment grande et connaît forcément cet écosystème-là, donc on ne fait pas d'ingérence, entre guillemets, sur des structures qui travaillent déjà depuis 10, 15, 20 ans avec le ministère. On cherche vraiment des structures, des nouvelles structures qui ne connaissent pas le domaine de la défense et qui veulent travailler avec nous, mais surtout qui ont un marché civil, parce que la temporalité est très importante pour nous. On ne veut pas, en fait, entre guillemets, que la temporalité du ministère engage, en fait, clairement le business model de l'entreprise. On a eu des sociétés qui se sont orientées uniquement sur le domaine de la défense. Ils ont fait un choix stratégique. On leur a dit faites attention parce que votre business model ne tient que sur nous. Et donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour dire qu'on cherche vraiment cette dualité dans les sociétés avec lesquelles on travaille. Et deuxième petite aparté, pour vous dire que nous, les différents leviers qu'on a, on a le levier effectivement contractuel, qu'on a vu ensemble, on a le levier aussi subvention, on dispose du dispositif rapide, donc je ne sais pas si certains le connaissent, mais en tout cas via le guichet unique, chez moi, on sera capable de vous l'expliquer. Et le troisième levier, c'est un levier de financement. Et donc là, je peux le dire en aparté, mais en tout cas, 22 en fait est également fait partie du fonds Innovation Défense. Donc c'est un fonds qu'on a créé en 2018, qui est opéré par BPI. Et voilà, ce fonds-là permet aussi nous d'investir en fait au niveau du capital des sociétés. Donc voilà, ces trois leviers nous permettent en fait d'être un acteur, semble-t-il, assez novateur aussi au sein des ministères et plus largement au sein du secteur public. Merci beaucoup. Alors on wrap up. Je pense qu'il est important de souligner deux éléments. Le premier, côté start-up, vous avez un guichet unique qui est disponible pour candidater auprès de l'AID. Celui-là. Oui, il est un peu plus puissant. Au niveau de l'AID, guichet unique pour candidater et faire connaître votre projet, identifier s'il y a une appétence côté ministère de la Défense pour ce type d'innovation civile qui peuvent avoir des usages aussi dans le militaire. Rapprochez-vous des organisations comme RaiseLab, comme la French Tech, comme la French Tech du Grand Paris pour ceux qui sont en région parisienne. Pour suivre le conseil de Victor, faites-vous entourer pour cartographier ces grands acteurs et identifier les meilleures stratégies et les meilleurs moyens de vous en rapprocher. Et puis côté grand groupe, si vous souhaitez échanger aussi sur ces projets achat-innovation, rapprochez-vous d'organisations comme BPI France Le Hub. On en a parlé beaucoup ce matin, mais il y a ce programme d'API qui est encore ouvert à 2 candidatures. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent pour 2025, n'hésitez pas à nous en parler, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous 3, à vous 4. Ensuite, on va passer au deuxième rétex qui concerne pour le coup le groupe de Ray et Spacefield. Donc on va appeler Aude et Maxime. Et c'est toi qui m'anime. Joséphine. On se connaît pas. Non, il n'y a pas de problème. Ça va pas. Allô. C'est bon, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Joséphine, je dirige RaiseLab avec Paul Jeannest ici présent, n'est-ce pas je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et surtout d'être accompagnée de Maxime Huzard de Spacefield et Aude Le Carpentier du groupe de Ray pour illustrer ce rétex ensemble. Et je vais peut-être vous laisser vous présenter déjà pour démarrer. J'aime autant que ce soit vous qui le fassiez, que vous présentiez aussi votre activité évidemment de vos entreprises respectives. Aude, je te laisse commencer. Je commence. Bonjour, merci déjà pour l'invitation à témoigner. Donc Aude Le Carpentier, je suis directrice innovation et RSE du groupe de Ray. Juste en quelques mots, le groupe de Ray, c'est le 6e logisticien de France. C'est une entreprise familiale, indépendante financièrement. Je préfère le dire aussi dans le cadre de l'Assemblée, puisque c'est aussi important dans le circuit en fait, de décision. Et aujourd'hui, on est présent sur toute la France avec 100 entrepôts. On fait aussi du conditionnement primaire, du conditionnement secondaire, du transport et de l'hôtellerie. Voilà, donc moi, je rayonne sur toutes ces activités-là au sein du groupe de Ray.
Bonjour à tous, moi je suis Maxime Musard, je suis le fondateur et directeur général de la société Spacefil. Spacefil, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans les logiciels pour la gestion de stock, de transport pour les prestataires logistiques et la collaboration avec les prestataires logistiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a collaboré avec Aude. Alors justement, est-ce que Aude, peut-être tu peux nous expliquer le contexte dans lequel le groupe de Ré et toi notamment avez eu recours à une solution comme Spacefil et quelle était notamment la problématique initiale? Oui, alors donc nous on avait un sujet de digitalisation, c'est pas nouveau, c'est un sujet qui est assez, à mon avis, que vous connaissez tous. En tout cas, on avait un sujet de digitalisation de la relation client, apporter plus de transparence, plus de visibilité en fait au flux qu'on traitait en entrepôt, que ça soit il y a une semaine ou il y a un mois, l'activité actuelle et en gros l'encours, ce qu'on allait devoir produire. Ça, c'est les fonctionnalités bases. Donc le premier sujet, c'est la digitalisation de la relation client. Le deuxième, ça tire aussi à une logique où finalement, nous, on fait des activités très personnalisées en fonction du besoin du client. On travaille sur des secteurs de la cosmétique, du luxe, bref, avec des attentes clients qui sont hyper exigeantes, en lien avec leurs propres clients. Et donc, on avait un enjeu, finalement, de standardisation. Parce qu'à beaucoup faire de la personnalisation, on personnalise tous les outils. Et donc, finalement, on avait besoin de travailler sur un portail, puisque c'est de ça dont il s'agit, un portail qui puisse être standardisé. Pour permettre aussi à nos collaborateurs d'agir sur finalement un outil qui puisse être le même et favoriser la mutualisation et les polycompétences qu'on pourrait avoir en fait dans nos différents entrepôts. Et le troisième sujet, c'est finalement comme notre ADN, c'est la personnalisation, il fallait malgré tout qu'on puisse avoir la possibilité de construire des briques fonctionnelles très personnalisées aux besoins de nos clients. Et donc finalement, on cherchait une solution très modulaire. Et donc c'est un point, je pense, central de la discussion, c'est que nous, on ne cherchait pas une solution. En fait, on savait exactement ce qu'on voulait. Et on voulait plutôt travailler avec une société qui allait être dans le co-développement, parce qu'on savait que la solution qu'on voulait, elle n'existait pas. Donc on n'a pas, dans une logique achat, on n'a pas cherché une solution à acheter, on a cherché une solution qui allait pouvoir permettre de répondre à nos besoins. Et du coup, Maxime, comment vous avez relevé ce défi? Déjà, je rebondirai sur un point qui a été dit avant, c'est une relation humaine à l'origine, parce que c'est pas facile, quand on vient du monde de la start-up, d'arriver à comprendre quels sont les agendas économiques ou politiques qu'il peut y avoir de l'autre côté. On avait été échaudé pas mal de fois, notamment en Allemagne, où c'était très très difficile d'arriver à savoir ce qui se passait réellement à l'intérieur des grands groupes. Et nous, tout simplement, on était sur le monde des PME. On allait équiper des PME du monde de la logistique avec des outils digitaux. Et avec le groupe de Ré, c'était, on va dire, la première fois qu'on travaillait avec un groupe de cette ampleur. Et on s'était un peu préparé à l'avance au sens où notre solution, ça fait 6 mois qu'on la modularisait énormément pour qu'elle puisse être configurable. Parce que ce que Aude appelle personnalisation, nous, on ne peut pas faire de la personnalisation en termes d'éditeur de logiciels. Il faut que ce soit un minimum configurable. Et deuxièmement, je pense qu'il y a eu une transparence et un échange extrêmement clair dès le début sur quel était l'objectif et pas le moyen. On va réduire les émissions de CO2, on ne va pas imposer de faire des voitures électriques. C'est un peu ça l'idée qu'il y avait avec Aude dès le début. Et justement, pour ne pas être échaudé, comme tu le dis sur ton expérience en Allemagne, comment, Aude, de votre côté, au sein du groupe, vous avez articulé justement ce panel, quand on y met les gens autour de la table, entre les achats, potentiellement le juridique, toi qui représente l'innovation, comment est-ce que tout ça s'est articulé pour rendre le partenariat possible, évidemment les échanges fluides et fructueux? Oui, alors donc tout à l'heure ça a été évoqué, je ne sais plus dans quel sens, finalement on ne cherchait pas une solution du marché. Donc c'est la difficulté, c'est finalement de se mettre en situation de trouver ce qui allait répondre à notre problématique, à notre cas d'usage, mais finalement pas une solution sur mesure. Donc nous aujourd'hui on travaille avec une entreprise qui s'appelle Spring Project, qui accompagne différentes entreprises du transport, de la logistique, et qui rayonnent en fait dans le milieu des startups. Et moi j'ai exprimé en fait le cas d'usage que j'avais et ce que je cherchais. Et finalement on a été mis en relation avec plusieurs entreprises. Et c'est à ce moment-là en fait que la direction des achats a joué un rôle majeur, parce que finalement déjà
on avait plusieurs solutions, on avait une vision cible, et finalement les achats étaient au milieu de cette vision cible et des différentes solutions. Je reviens sur ce qui a été dit, il faut un minimum connaître la technique pour finalement arriver à faire une interprétation entre quel est le besoin, quel est le cas d'usage, et finalement quelle est la solution qui y répond le mieux. Avec différents paramètres que vont être en fait le partenariat et l'équipe. Nous, on cherchait à travailler dans une logique de co-développement. En fait, on ne cherchait pas un fournisseur, on cherchait un partenariat. Et ça change beaucoup de choses d'un point de vue achat, parce qu'il faut trouver aussi le bon niveau en fait, de discussion et le modèle qui soit gagnant-gagnant, et pas la prestation de service qu'on va payer avec le bon prix au bon moment. Voilà, c'est une relation qui est durable et qui s'inscrit dans le temps. Et Maxime, de votre côté, comment vous avez ressenti et vécu le cheminement, les niveaux d'interlocuteurs aussi, et comment ça s'est organisé? Déjà, c'était un projet qui était porté au niveau du comité de direction. Donc, on savait qu'on avait des personnes qui allaient prendre les décisions en face de nous. C'était pas le projet d'un junior. On avait dit, tiens, on va parler avec les startups, c'est sympa. On l'a déjà eu par le passé. Deuxièmement, dès le début, on nous a dit que c'était un projet qui était sur la durée. Donc, on n'allait pas faire un POC, puis ensuite un pilote, puis ensuite sur un site. Non, on va faire quelque chose qui va... C'est un projet 3 à 5 ans minimum. Le pilote au début, c'est pour vérifier que le produit va bien fonctionner et va bien fonctionner pour nos cas d'usage. Mais dès le début, on a parlé de contrat, on a parlé de conséquences financières. On avait le contrat juridique où on a regardé tous les petits détails dès le début. C'était pas étape après étape après étape où là, on va potentiellement se fatiguer de l'autre côté parce qu'on n'a pas les mêmes ressources côté startup. Et je dirais, enfin, ce qui était assez agréable, c'est qu'on a très vite réuni autour de la table toutes les parties prenantes, mais ça a déjà été évoqué avant, donc je ne vais pas le développer plus que ça. Et Aude, on a parlé de madame ou monsieur start-up précédemment, ou innovation. Est-ce que tu dirais que tu as eu ce rôle de fluidifier, de permettre que les choses avancent dans le bon rythme, le bon tempo, et que ce soit acceptable pour tout le monde? Oui, moi j'essaye en fait d'avoir le rôle de garde-fou. Aujourd'hui, les startups elles prennent un risque. Les directions achats doivent prendre un risque et les directions d'innovation doivent prendre aussi un risque. Donc évidemment, ce risque il est mesuré, il est calculé. On connaît aujourd'hui la conjoncture économique, on sait aussi les difficultés qu'il y a, mais il faut, et tout à l'heure ça a été dit, mais plutôt sur la partie intellectuelle et brevet. L'idée n'est pas de venir prendre la substantifique moelle en fait, de ce qui fait l'entreprise, mais plutôt vraiment de travailler de concert. Donc en fait, encore une fois, la difficulté qu'on peut avoir, c'est pas tant de trouver des startups, c'est par contre de vraiment comprendre quelle est exactement la valeur ajoutée de cette startup. Qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle donne. Il y a deux cas, il y a les entreprises et les startups qui ont un cas d'usage très précis, très clair, et qui vont chercher à commercialiser ce cas d'usage-là, ce qui est très bien parce que c'est moins, on crame un peu moins d'argent aussi dans le développement. Ça c'est important. Il y en a d'autres qui peuvent tout faire. La question c'est est-ce qu'en faisant tout, on fait tout bien. Et donc j'ai essayé, mais heureusement j'étais appuyée aussi par Spring Project, de trouver en fait le bon niveau entre ce qui m'est dit, ce qui m'est raconté et ce qui finalement est produit. La difficulté aussi, je pense, pour les startups, c'est finalement avec quelle boîte vous avez travaillé, sur quel cas d'usage, et qu'est-ce que ça a permis d'avoir en termes de ROI pour finalement aiguiller en fait la solution. Donc nous, ça a été simple, il nous a été proposé plusieurs solutions, on avait vraiment la vision cible de ce qu'on voulait faire, et après il y a eu un Excel avec les plus, les moins, le modèle économique, voilà, différent. C'est assez simple, on revient à quelque chose qui est très binaire, et pas forcément innovant, mais on est assez pragmatique pour se dire, on a une liste de 15 critères, et finalement, à la fin, quelle est la notation qu'on arrive à avoir sur des éléments qui puissent être le plus pragmatiques, ou en tout cas sur lequel on est peu dans le sentiment, entre guillemets, ou dans le ressenti, on arrive à avoir des éléments factuels, ce qui est parfois un peu compliqué. Et tu voulais compléter peut-être, Maxime, là-dessus ? Moi de mon côté, j'ai pas vu ça, mais non, sans rire, de notre côté, nous on avait sous-estimé, on sous-estime toujours en tant que start-up le coût global pour un grand groupe de travailler avec une start-up, parce qu'on sous-estime toujours le coût humain, on voit le coût de notre solution et on dit super, c'est 100, 200, 300, 400 000, mais derrière on voit pas que c'est x10 potentiellement en coût humain, en temps de développement, en test, en réunion, etc.
Et ça, voilà, je pense que commencer à travailler ensemble, ça nous en a fait prendre conscience. Et comment est-ce qu'on arrive à s'adapter et à faire en sorte que nous, on mette tous les moyens dès le début pour que finalement, ça réduise le coût global de l'implémentation de la solution ou du test de la solution pour le grand groupe, pour réduire le risque pour le grand groupe. Après, nous, la chance qu'on avait, c'est que maintenant, on a pas mal d'années derrière nous, on a pas mal de trésorerie aussi devant, donc ça nous permet de nous projeter et de rentrer dans ces contrats-là. On s'est cassé les dents plusieurs dizaines de fois dans les années qui sont passées aussi. Et en parlant de peut-être un dernier point qui était assez saillant quand on a préparé cette session, c'était le sujet du modèle économique que vous avez dû trouver en commun. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant de justement pas être sur ce, Pierre Pelouzet, vous le mentionniez, sur le sujet des achats qui calquent des appels d'offres sur des besoins anciens pour tirer les prix vers le bas. Là, ça a vraiment été d'aller chercher un business model commun et comment on arrive à embarquer les achats là-dedans. C'est pas forcément une gymnastique évidente. Et puis, même l'ensemble des parties prenantes qui ont été autour de la table, comment cette mécanique s'est mise en place. Je laisserai Maxime peut-être compléter, mais déjà, là aujourd'hui, je suis avec Maxime et avec vous. Mais évidemment, Vincent, qui est le directeur des achats, a été partie prenante essentielle. Il a eu un rôle qui a permis de gérer la symétrie des attentions entre ce qu'on voulait, ce que Spacefield pouvait faire, et ce compromis en fait qu'on pouvait avoir à chaque fois, toujours dans un modèle un peu vertueux et aussi de partenariat. Et pas de se dire je cherche un fournisseur et je vais tirer les prix vers le bas. Parce que souvent, en fait, encore une fois, il y a un point essentiel que j'ai pas dit. Je suis arrivée il y a 1 an aussi au sein du groupe de REF. Fallait-il encore que je comprenne le cycle de décision, en fait, qui est court, hein, je vous rassure, qui est très très court même. Mais il fallait que je comprenne, en fait, aussi le rôle que chacun voulait jouer dans la transformation de l'entreprise. Pour le coup, les premières discussions qu'on a eues avec Maxime en one-to-one, c'était en janvier. On a commencé à se mettre autour de la table avec du coup le directeur SI, bureau d'études, les achats, moi et Spacefield au mois de mai. On a contractualisé finalement au mois de juillet. On a lancé en fait le pilote au mois de septembre pour un lancement, lancer les travaux pardon, en septembre pour un lancement en janvier. Donc on est quand même sur des circuits, alors moi que je considère très courts puisque je viens du groupe La Poste. Donc tout à l'heure on a parlé on a parlé, voilà, je suis dans une ETI, avant j'étais dans un grand groupe. La direction achat s'est mise dans ce mouvement-là en disant finalement on trouve un modèle vertueux pour chacun. Nous, on avait dans tous les cas, Spacefield comme nous, l'ambition que le portail se déploie. Il fallait en fait que le portail se déploie et qu'il réponde à un vrai besoin client, ce qui est le cas. Donc ça, c'est plutôt bien. Fallait-il encore qu'on soit en capacité de déployer au rythme imposé par le client puisque ça répondait à un vrai besoin à lui. Et donc, il a fallu trouver le modèle économique le plus pertinent pour Spacefield, pour le groupe de REF, mais finalement aussi pour notre client, qui lui permettrait, en fait, lui, vraiment d'améliorer en fait, la transparence, la visibilité de ses flux. Et je précise, un point important, aussi pour nos opérateurs, il fallait s'assurer en fait que nos opérateurs allaient pouvoir prendre en main facilement. Tout ça rentre dans le modèle économique global, hein, quand même, puisque on améliore quand même l'excellence opérationnelle et donc nos marges. Donc il a fallu prendre en considération tous ces points-là pour trouver finalement le bon accord au bon moment. Oui, moi juste 2 points par rapport à ça. Sur le modèle économique et la partie contractuelle, ça a été très important. Vincent, donc, qui était directeur des achats, mais qui est toujours. Je vous le souhaite parce que c'était super de bosser avec lui. Il a fait preuve d'une grande créativité avec nous d'un point de vue juridique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas juste un service juridique où on parlait de juriste à juriste. C'était vraiment notre cabinet d'avocats et moi avec Vincent et ses conseils. Et on essayait de tourner le contrat pour que ça fonctionne pour tout le monde. Et on n'était pas sur une clause, on était sur un objectif commun à chaque fois en essayant de défendre les intérêts. Donc ça, c'était super intéressant et on l'a pas tout le temps. Et deuxièmement, sur le modèle économique, on est quand même dans une industrie, pour redonner un peu de contexte, où les marges sont assez limitées, en tout cas sont très contraintes. Donc tout achat doit pouvoir soit avoir un retour sur investissement très rapide, soit pouvoir être facturé au client final de manière directe. Donc nous, il a fallu qu'on arrive à juste choisir l'unité économique de performance qui correspondait le mieux à De Rais et aligner la manière de nous rémunérer sur cette unité de performance économique,
ce qui n'est pas forcément simple au début, parce qu'on sait pas, on se demande toujours côté startup, est-ce que ça va se déployer aussi vite que ce que je l'espère? Parce qu'on nous dit super, on va déployer sur temps, ça va faire des volumes géniaux, mais ok, combien de temps il faut tenir avant d'atteindre notre rentabilité sur le contrat, sachant tous les efforts qu'on met en place au début. Et ça a été une discussion qui s'est super bien passée et qui a été assez rapide. Mais bon, il fallait faire le premier saut dans l'inconnu, et quand on a fait notre proposition commerciale un peu à côté de la plaque, heureusement que l'équipe de Ray de direction a rebondi en disant non, on a peut-être des idées et on a envie de bosser ensemble. Alors, on a parlé de temporalité, peut-être pour conclure, mais de temporalité, de ressources, de parties prenantes autour de la table, etc. Qu'est-ce que vous auriez en 2 mots comme peut-être recommandations de manière plus générale, ou alors appliquées à votre rétex, mais pour d'autres dans la salle, et évidemment de bonnes pratiques ou choses à améliorer? Alors, peut-être deux niveaux. Le premier, c'est vis-à-vis des startups. On cherchait, évidemment pas nouveau, de la solvabilité économique. On s'engageait sur un sujet qui allait être long, avec un déploiement sur plus d'une centaine de sites en cible. On ne pouvait pas se permettre d'avoir du coup une solution qui ne serait pas maintenue dans le temps, si je peux dire ça comme ça. Donc une solvabilité économique. On cherchait une équipe, et donc on cherchait aussi à avoir la robustesse de l'équipe côté Spacefield. On savait que ça allait être encore une fois un temps long, et on cherchait aussi une équipe qui allait tirer en fait le groupe vers une modification de nos pratiques en interne, et qui allait être dans une logique de rythme, et qui allait nous imposer aussi un rythme en interne. Et puis on cherchait aussi un partenaire qui allait nous assurer dans une logique de codev que tout ce qu'on faisait aujourd'hui n'allait pas être donné à la concurrence. Donc on ne vole pas du tout la propriété intellectuelle, on s'assure juste d'avoir le temps qu'on donne aujourd'hui dans le co-développement, qu'on puisse toujours faire en sorte que ça soit un avantage concurrentiel. Ça, c'est le premier point, et c'est peut-être assez éclairant aussi pour les startups qui nous écoutent là, de savoir aussi ce qu'attendent les grands groupes. Encore une fois, la solvabilité économique, je crois que c'est pas au niveau de ce qu'on peut avoir dans les grands groupes et de ce qu'on attend d'une entreprise dans les grands groupes, mais en tout cas, on l'attend quand même sur des sujets longs. Sur des sujets courts, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Par rapport à la direction des achats, je crois qu'en fait, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie mise en mouvement nécessaire sur ces sujets, en fait, des directions achats. Il y a un cadre, il existe, il est clair, il est défini. Maintenant, ce cadre, il est censé donner une direction, mais la manière, c'est toujours une question d'objectif, de cadre et de moyens pour le faire. À la fin, il faut toujours s'assurer qu'on est dans quelque chose en fait qui est évidemment dans les clous, qu'on a toujours discuté avec plusieurs entreprises, comparé différentes solutions de manière assez claire et objective. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a aidé, c'est que la direction des achats a été haut sur le cadre, et donc elle imposait le formalisme et le cadre, mais par contre assez basse, si je peux me permettre, dans la manière de le mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une remise en question totale de la manière dont on gérait à la fois la partie juridique ou la partie modèle économique. Et dernier point, je l'ai dit, les directions innovation doivent prendre des risques, mais en fait les directions innovation, elles sont juste en appui et soutien des directions opérationnelles, elles sont en appui et soutien de toute l'entreprise, et donc les directions achats doivent se mettre en appui et soutien également, et donc avoir ce système d'agilité qui permet d'appuyer et d'aider en fait les opérationnels à faire les choses de manière différente et, vous l'avez dit en préambule, tirer la transformation de nos entreprises. Seul point de mon côté, c'est retour d'expérience d'entrepreneurs qui travaillent avec un groupe et ça se passe bien. On ne connaît souvent pas l'agenda réel de nos interlocuteurs. Soyez transparents. Dites-nous si vous avez votre boss vous bloque, si la direction financière est compliquée, s'il y a un problème actuel au niveau stratégique. Ça nous est arrivé trop de fois d'apprendre qu'en fait le boss allait avoir sa promotion dans 3 mois et que finalement il avait juste pitché ça pour avoir une partie d'innovation dans sa roadmap et qu'en fait quand il allait partir, le suivant il n'en avait rien à faire. Par contre nous, ça fait 1 an qu'on parlait et qu'on essayait de rentrer dans le groupe par cet interlocuteur-là. Voilà. On est capable de comprendre, on est des adultes, c'est pas parce qu'il y a marqué start-up qu'on est des enfants. On fait du business et on essaie de créer des champions de demain. Donc parlez-nous comme à des businessmen ou businesswomen. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre participation. On va faire le dernier rétex.
avant une pause networking et des rendez-vous en one-to-one pour les startups. Je vais appeler Maxime et Guillaume de la FDJ et Jasmine pour Sweep. Merci beaucoup, merci à vous trois d'être là. Alors, on a Maxime qui est Head of Investment, Guillaume qui est direction des achats et Jasmine qui est Customer Success pour Sweep. Ce que je trouve intéressant déjà, c'est peut-être si à la FDJ vous pouvez parler un peu de la structuration des équipes, parce que ce qui est assez étonnant, donc toi Maxime, ça fait 7 ans, un peu plus, quasiment 8 ans que tu es à la FDJ, tu es arrivé pour construire un peu les briques de la relation grand groupe startup. Tu es très actif dans l'écosystème Inno. Et Guillaume, toi, ça fait 14 ans que tu es à la FDJ, passé par différentes fonctions, mais depuis 4 ans, directeur des achats. Et de ce que j'ai pu comprendre, tous les deux, vous êtes à la fois amis et ennemis. Donc ça va être intéressant d'aborder je ne sais pas lequel est le plus grand ami de l'autre ou le plus gros ennemi. Enfin, je crois savoir en fait. Ça va être intéressant d'en parler, mais je viens déjà parler de la structuration de l'équipe parce que Maxime est Head of Invest. Et en fait, c'est quand même toi qui es la porte d'entrée pour les startups au sein de la FDJ et qui redispatch. Souvent, ça passe par les directions Inno ou les équipes Inno ou le monsieur, madame startup. Mais là, c'est un format et un style un peu différent. Ouais, exactement, bien sûr. Peut-être même avant de dire pourquoi on bosse avec des startups, enfin, comment on bosse avec des startups, etc., il y a le pourquoi. FDJ, ça a été pendant 60 ans un groupe en monopole avec des droits exclusifs qui n'a jamais globalement eu besoin d'innover. On avait pour vous donner un exemple, on fait entre 15 et 20 milliards de volume d'affaires. Le cash, je pense que tout le monde joue au cash aujourd'hui, il fait 2 milliards de volume d'affaires par an. On change la couleur, ça nous coûte 50 000 euros du X, et il fait plus de 10%, donc 200 millions, 10 millions d'euros d'EBITDA. Pourquoi vous voulez innover dans ce contexte-là? Globalement, ça ne sert à rien. Et en 10 ans, on est quand même passé d'un modèle complètement fermé à un modèle ouvert, en concurrence, multi-activité, multi-juridiction, multi-géographie. On a fait une acquisition transformante. Maintenant, on n'est plus un groupe français, mais un groupe européen dans plus d'une dizaine de pays. Et en fait, on se rend compte que l'innovation, elle est clé pour nous. Elle nous permet de gagner en agilité, elle nous permet de faire face aussi aux changements de consommation, de comportement, etc. etc. Donc il y a 2017, on s'est dit il faut qu'on travaille avec l'écosystème d'innovation, c'est vital pour nous. Il faut qu'on se structure aussi pour travailler avec cet écosystème d'innovation. Et donc on a monté ce qu'on appelle nous la direction Open Innovation à l'époque. Et l'objectif, travailler avec des startups, c'est bosser aussi comme des startups. Donc on a travaillé sur un cadre facilitateur à l'époque avec les achats, la direction juridique, etc. On a monté une équipe dédiée qui seront la porte d'entrée pour les startups pour qu'ils aient un seul interlocuteur et pas qu'ils se perdent dans les méandres de la FDJ. Et surtout, on a créé des véhicules dédiés, des véhicules d'expérimentation avec des budgets sanctuarisés qui vont travailler aussi avec les métiers, mais aussi des véhicules d'investissement, puisqu'on s'est doté d'un véhicule de plus de 100 millions d'euros qui nous permettent d'investir et dans l'écosystème VC français, mais aussi directement avec les startups pour pouvoir les soutenir sur le long terme. Donc voilà, d'où on reste FDJ Venture, la porte d'entrée d'un point de vue business et d'innovation, d'un point de vue business et d'investissement pour le groupe, et on travaille bien entendu main dans la main avec les achats et aussi avec les métiers pour répondre à nos enjeux. Bon, vous avez compris que quand quelqu'un comme Maxime arrive auprès d'une direction des achats, au départ, ça nous interpelle un peu. Alors, et pourtant, moi, je ne suis pas très très vieux dans les achats, j'ai que effectivement 4 ans, mais c'est vrai que la démarche qui a été opérée pour développer l'innovation, elle a dû quand même faire face à pas mal de résistance. Et quand on parlait de l'histoire de FDJ, je pense qu'effectivement, pour un certain nombre d'entre nous, alors même si je ne me mets pas forcément dans les plus anciens de la Française des Jeux, voilà, c'était quand même quelque chose qui n'était pas naturel. Voilà. Et donc forcément, on parlait beaucoup d'enjeux interpersonnels, de relations. Les premières relations qu'il a fallu construire, c'était des relations déjà en interne.
et finalement, quelle est la place d'une organisation, d'une direction des achats, quelle est la place d'une direction de l'innovation, et puis les métiers, parce que finalement, on est 3 acteurs en interne, et il faut quand même réunir ces 3 acteurs. Et donc ça, c'est vrai qu'au début, voilà, c'était un peu chien et chat, voilà, et puis je pense qu'à un moment, on a quand même convenu qu'il y avait, on avait envie. Et en fait, je pense que ça passe aussi beaucoup par là, et je pense que le rôle des directions achats, c'est aussi de donner envie. Alors après, il faut donner les moyens d'y arriver, mais si on n'a pas cette envie, un peu de changer les choses, d'aller voir un petit peu en dehors, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas juste faire un appel d'offres avec ceux qu'on connaît, mais être capable de se dire, tiens, j'irai quand même, ça me titille. Donc il faut avoir un petit peu de curiosité, il faut avoir un peu d'envie, et ça c'est absolument nécessaire. Et je pense que Maxime, il l'a inculqué à sa manière, mais il l'a inculqué vraiment, et ça a permis de créer quelque chose et de créer pour moi de l'émulation. Donc c'était intéressant pour ça. Et est-ce que ça veut dire que tu t'es formé toi au day-to-day à la collab avec les startups, ou est-ce que la FDJ s'est dit tiens, on va acculturer, il n'y avait pas d'API à l'époque où tu es arrivé, mais comment tu t'es venu à ça? Est-ce que Maxime t'a beaucoup aidé là-dedans justement? Alors ouais, Maxime l'année dernière il est venu me voir, il m'a dit il y a un truc qui s'appelle d'API, ce serait bien que tu y ailles. Alors, j'ai pas fait la première session, et par contre, j'ai candidaté pour la deuxième. Donc, avec un peu de retard, mais malgré tout, j'ai bien compris qu'il y avait un intérêt à le faire, parce que je pense que, et on l'a vu ce matin, à travers l'ensemble de l'écosystème, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui doit nous animer. Et puis après, moi, comme je n'ai pas forcément des pratiques achats historiques, moi, je suis plutôt arrivé comme un peu un poil à gratter par rapport à mes équipes, c'est-à-dire pourquoi on ne peut pas faire comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire différemment? Alors, des fois, on lui dit oui, mais c'est le juridique. Ah, ok, alors on va aller voir juridique. Voilà. Et donc, en fait, le principe, c'est que moi, j'ai une posture en me disant je suis un peu agnostique là-dessus, j'aime bien être pragmatique. Le besoin est urgent, a priori, il y a une solution qui est trouvée. Essayons de faire plus simple. Alors, c'est en toute modestie, on va voir sur Sweep, mais pour moi c'est un succès. La simplicité, peut-être que Jasmine pourra en parler, ça a quand même pris un peu de temps, mais par contre on avait l'envie, quoi. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Donc une première guideline, allez voir les groupes qui ont un jeune directeur des achats. Alors jeune, je sais pas, mais pas trop expérimenté, définitivement. Ouais. J'aime bien le poil à gratter aussi. Jasmine, est-ce que tu peux nous présenter Sweep déjà, et puis après j'enchaînerai sur la question. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la FDJ de nous représenter comme un succès de collaboration. Sweep, en quelques mots, on est une plateforme qui fait de la gestion de données carbone et ESG. On existe depuis 2020. Ça a été une entreprise qui a été créée par 3 entrepreneurs récidivistes qui travaillaient dans le domaine de la data et qui se sont entourés d'experts carbone et RSE pour créer cette plateforme qui, en 2022, a levé $100 millions. Donc on a une certaine solidité. Aujourd'hui, on est 150 collaborateurs dans le monde et on a à peu près 300 clients. De mon côté, je suis Customer Success Manager et je m'occupe de la collaboration avec la Française des Jeux, avec laquelle nous travaillons depuis 2023. Merci beaucoup. Comment est-ce que la FDJ aujourd'hui sur ces startups, est-ce qu'il y a des critères et des points rédhibitoires ou pas pour travailler avec les startups, et justement comment vous avez détecté Sweep? Ouais, on va le faire en binôme parce qu'on a tous des critères. Alors on n'a pas les mêmes forcément côté Inno que achat, mais à la fin il faut qu'on se retrouve pour pouvoir expérimenter et construire des partenariats sur le long terme. Nous c'est assez simple, on essaye d'être avant-gardiste par rapport au groupe et de détecter l'ensemble des tendances, solutions qui vont nous permettre de rattraper notre retard pour la plupart du temps ou d'être en avance sur le marché. Donc forcément, on avait vu tout ce qui se passait autour de la collecte du bilan carbone, etc. On commençait à avoir des besoins et des enjeux côté métier. Donc nous, assez rapidement, on a cartographié un peu l'ensemble des acteurs, on les a rencontrés, on a aussi... alors, parfois, on fait même des due deals dans le cadre des investissements. Alors, on voit quand même 400 dossiers par an, donc ce qui nous permet aussi de rentrer assez en profondeur quand même dans l'écosystème, les startups, voir
les points positifs, les points négatifs, etc. Sweep est arrivé quand même à l'époque, qui était aussi une jeune start-up quand on l'avait identifié, parce que c'était au début de la création, etc. etc. Donc faisait partie en tout cas des startups qui nous semblaient les plus intéressantes et pertinentes. On les a fait rencontrer avec les métiers, on a commencé à creuser les cas d'usage, et ensuite on les a remis, alors sachant que le besoin était quand même relativement bien identifié après coup, on a fait l'appel d'offres, et puis Guillaume en parlera juste après. Mais en tout cas, on essaye aussi de pousser les limites des exigences, en tout cas que demandent les achats. On avait un exemple assez concret, quand il y a eu toute l'arrivée des cryptos, etc. On s'est dit, tiens, il faut qu'on achète des parcelles dans le métaverse. Donc comment on fait? Parce que là, c'est vraiment dehors du cadre. C'est-à-dire, il faut acheter en crypto, il faut acheter dans des boîtes décentralisées, etc., etc. Donc nous, on essaye de pousser aussi les cas d'usage au maximum chez Guillaume, pour qu'on ait un peu la palette des usages. Ouais, acheter des plateformes sur Metaverse, en crypto, je vous avoue que là, c'était quand même... voilà, ça c'est Maxime. Oui, juste pour dire, effectivement, en complément, alors, effectivement, ça a été sourcé au niveau de l'innovation. Nous, on avait déjà ce besoin, même si on ne savait pas encore forcément comment y répondre, mais on voyait bien émerger l'ensemble des enjeux autour du pilotage de la décarbonation. Donc on avait déjà, et ça c'est peut-être aussi un facteur clé de succès, c'est quand les achats sont eux-mêmes le client. Dans ce cas-là, effectivement, chez moi c'est Anna Toledano qui est en charge des achats responsables. C'est elle qui avait pour mission de travailler à la trajectoire de décarbonation, donc elle savait quand même assez précisément ce dont elle avait besoin. Et donc, pour le coup, on était nos propres clients. Alors ça, c'est quand même assez... Voilà, ça arrive peu, mais quand ça arrive, c'est plutôt pas mal. Et donc, effectivement, très vite, on a été intéressé par le sourcing de Maxime. Et donc, très vite, on s'est mis en relation. Très vite, certes, mais après, ça a quand même pris un petit peu de temps pour arriver jusqu'à finaliser finalement le partenariat. Notre deuxième use case, rentrer par la porte usage achat. Ça peut aider. Ouais, ça peut aider. Non, mais là, c'était vrai que c'était quelque chose qui était assez spécifique, même si, et je me permets juste, même si en fait ce premier besoin, il a été complété. Et en fait, après, il s'est complété, et du coup, ça n'a plus été uniquement qu'un besoin achat responsable, ça a été un besoin qui a été beaucoup plus largement partagé dans l'entreprise. Et ça aussi, ça peut rendre les choses plus compliquées. Avoir un client interne, c'est pas forcément simple. Quand vous en avez deux, ça devient compliqué. Quand vous en avez un troisième, on en parlera avec la CSRD, ça devient... voilà, et je pense que là, Jasmine nous dira, clarifiez votre besoin. Voilà, quand il y a 3 clients, ça devient plus compliqué. Super. On dit souvent, grand groupe égale POC, égale complexité de passer au contrat cadre. Comment est-ce que vous assurez justement de ne pas rester sur du POC et d'avoir une collab dans la durée et quelles ont été les étapes clés pour contractualiser efficacement entre vous? Et puis, est-ce qu'il y a eu des temps forts, des défis rencontrés par toi, Jasmine, et Sweep dans le processus? Alors effectivement, comment faire d'un POC un succès? Alors peut-être que là, pour le coup, Sweep n'est pas le bon exemple, on n'a pas fait de POC. Même si au départ, effectivement, c'était notre volonté, c'est-à-dire de dire, on a un besoin, ils ont sourcé quelqu'un qui pourrait, enfin une start-up qui pourrait y répondre, allons expérimenter. Et c'est là où je reviens, c'est le fait que notre besoin se complexifie a fait qu'à un moment on se dit, oula, là il faut, et que finalement le sourcing n'avait pas identifié que Sweep, mais un certain nombre d'acteurs qui potentiellement pouvaient répondre, nous a plutôt amené vers l'appel d'offres. Mais pour répondre finalement aux facteurs clés succès d'un POC, la première chose, c'est qu'il vaut mieux que l'expérimentation se passe bien. Sinon, le déploiement et le passage à l'échelle, il se fait moins. Donc il faut évidemment que cette première expérimentation soit un succès. Et ça, il faut bien le comprendre aussi, je pense, côté start-up. C'est-à-dire de se dire, là, il y a quand même on doit démontrer. Et si on démontre, alors on peut espérer quand même, ensuite y aller. Et ensuite, pour moi, il faut quand même qu'on ait bien côté, alors là c'est le contrepoint, côté grand groupe, il faut qu'on ait clairement défini son besoin. Parce qu'il n'y a pas pire que de se dire un POC, c'est pas très grave, on sait à peu près ce qu'on veut, on y va. Ouais, mais alors à un moment, il faut quand même définir très clairement ce qu'on veut.
Et ça ne peut pas arriver. Si ça arrive à l'issue du POC, alors là, ça va retarder. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, alors en fait, on a testé qu'une petite partie, mais maintenant, on voudrait autre chose, etc. Est-ce qu'il refait un POC? Non, là, ça devient très compliqué. Et donc ça, c'est souvent un peu le biais, c'est de se dire, c'est un POC, bon, ok, c'est pas un enjeu majeur, financier, etc. Bon, on teste. Sauf qu'on n'a pas clairement définition de besoin, et je repasserai la parole à Jasmine, mais je pense que ça, pour une start-up, c'est compliqué. Besoin, objectif, KPI, quoi, en fait. C'est vraiment, c'est parce que chacun peut avoir sa définition de succès, finalement, d'un POC ou autre. Okay. Pour revenir du coup sur le sujet des défis, alors le premier pour nous, ça a été vraiment de gagner la confiance de la Française des Jeux, avec lesquels on a travaillé, parce qu'on sait très bien que les achats ne font pas de la philanthropie. On ne choisit pas une start-up parce qu'on a envie de choisir une start-up. Et donc, c'était vraiment de la responsabilité de la start-up, de Sweep, de démontrer qu'on avait une valeur ajoutée. Donc, ça a été vraiment très important pour nous de faire cette démonstration de valeur ajoutée, de montrer qu'on pouvait ajouter donc quelque chose. Et la deuxième chose pour nous qui a été assez compliquée, ça a été en étant petit et sachant que la Française des Jeux a commencé à travailler avec nous dès le début, c'était d'attirer des gros logos. On avait besoin en tant que start-up de démontrer qu'on était capable de travailler avec de grosses entreprises. Et pour les entreprises, c'est d'ailleurs très important d'avoir des appels de référence, de parler avec deux entreprises et voir comment ça se passe. Donc pour nous, ça a été un gros défi, que ce soit des logos de grands groupes, mais aussi des ETI et de PME. Donc aujourd'hui, on travaille, et on est fiers de le dire, qu'on travaille avec la Française des Jeux, qui nous permet également de nous ouvrir d'autres portes chez d'autres groupes. Et une opportunité pour nous et un succès de cette collaboration, c'est, comme le disait Guillaume, d'avoir les achats non seulement comme interlocuteurs, mais aussi comme acteurs, comme ils étaient eux-mêmes clients de Sweep. C'était vraiment d'avoir cette collaboration à ces deux niveaux, d'interlocuteurs, d'acteurs, et aujourd'hui d'avoir même les achats qui travaillent dans le projet à part entière, étant donné que les achats responsables travaillent avec Sweep sur ce projet qui fait de celui-ci une réussite et qui nous permet de continuer à collaborer depuis toutes ces années. Et nous, je rajouterais, on a deux rôles là-dedans. Il y a effectivement au moment de... Alors nous, on n'aime pas parler de POC, on parle plutôt de milestone. C'est-à-dire qu'on se dit, avant même de commencer la collaboration, on se dit quelles sont les étapes clés avec des KPI clés qu'on fixe avant même de commencer l'expérimentation. Et en fonction des KPI, s'ils sont réalisés, en fait, la question ne se pose même pas de passer au milestone numéro 2, passer à l'échelle, etc., etc. Et bien entendu, les milestones sont différents en fonction de ce qu'on fait avec la start-up, etc. Et le deuxième enjeu pour nous, enfin notre rôle aussi, c'est de faire parler ces deux ovnis. C'est-à-dire qu'une start-up et un grand groupe, ils sont diamétralement opposés, leur relation au temps, leur capacité à prendre des décisions, à se perdre dans les méandres, etc., etc. Et on adore taper sur les grands groupes. Effectivement, on se perd dans les méandres, il y a plein d'interlocuteurs, c'est compliqué, on met du temps, les budgets, les dépriorisations, roadmap, etc., etc. Mais de l'autre, nous, on vit exactement la même chose avec la start-up. C'est-à-dire que la start-up, elle a tendance aussi à surpromettre. Dès qu'on passe à l'échelle, ça ne fonctionne pas. Alors quand on fait un petit POC en side de la roadmap, très bien. Si on fait passer tout notre infra de core banking system ou je ne sais pas quoi, en fait, nous, on ne peut pas se permettre. Le deuxième sujet, ce sont aussi les passoires de cybersécurité. Nous, nos principaux problèmes quand on bosse avec des startups, c'est juste que, en fait, c'est des failles de cyber pour le grand groupe, etc. Et comme ça, on en a une liste, une dizaine. Donc, la question, c'est comment nous, on essaye aussi de faire parler et bien sûr régler l'ensemble de ces problèmes de toute la chaîne de valeur. Et c'est ce sur quoi on essaye de travailler. Et juste, je rebondirai sur ce dernier point. C'est vrai que ce qui est important, c'est de ne pas dissocier, comme tu l'as dit, finalement l'expérimentation, c'est un milestone. Mais on doit se positionner dans « c'est un succès » et donc on va passer à l'échelle. Ce qui veut dire, et là c'est plutôt, je reprends ma casquette achat, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on commence à discuter des conditions du déploiement, notamment des conditions financières, une fois que le POC est un succès, qu'il faut qu'on déploie sous 15 jours, où là le métier va nous dire « bon, c'est eux qu'on veut maintenant ». Alors hop, là on dit « je vais avoir quel levier pour négocier ». Alors il y a quand même un petit peu de négo. Surtout que, évidemment, on n'a pas beaucoup parlé prix avant, là il faut commencer à discuter. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Maxime, c'est dire, on se met tout de suite, dès qu'on commence à parler, il faut qu'on se mette dans une condition à dire, ok,
Là, on parle d'un POC, c'est un petit budget, on peut avoir des budgets spécifiques pour ça, dédiés, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelles vont être les conditions de déploiement. Donc on se met déjà dans le cas de figure, dans la configuration où ça va être un succès et on va vouloir déployer. Et on parle tout de suite de ça, ça nous laisse le temps. Parce que évidemment, l'expérimentation peut prendre quelques mois. Ça nous laisse le temps d'avancer sur ces aspects-là et de ne pas se retrouver dans le rush ou dans un corner, parce que les achats n'aiment pas être là, dire bah, maintenant vous avez 15 jours pour finaliser. C'est pas très bon. Puis à l'inverse, la start-up, elle va se dire bah, maintenant j'ai démontré, je sais qu'ils veulent, voilà, bon, bah, j'essaye. Hein. Donc ça, c'est important pour moi de vraiment avoir cette notion de milestone et de ne pas distinguer les deux étapes, expérimentation, déploiement. Tu as parlé de la notion de budget, je pense qu'elle est extrêmement importante, surtout dans le contexte du financement actuel des startups. Comment est-ce qu'on s'assure, comment est-ce que vous garantissez voilà, que l'entreprise paie le bon prix, mais qu'elle ne négocie pas trop, qu'elle ne tord pas trop le bras des startups au détriment de leur viabilité et voilà. Alors, je laisserai peut-être Maxime rebondir sur la partie budget. Nous, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que, côté achat, dont on a besoin. C'est-à-dire, c'est quoi leur business model? Ça s'inscrit dans quoi? C'est quoi un peu la zone de négo qu'on pourra avoir si à un moment, parce qu'à un moment, il va quand même falloir qu'on négocie. Donc, qu'on ne parte pas dans l'inconnu à se dire, on n'a pas de budget. Donc, nous, on aime bien avoir quand même un cadrage. Ensuite, effectivement, c'est ce que je disais juste à l'instant, c'est s'assurer qu'on paye le bon prix, c'est surtout pouvoir discuter dès les premières mises en relation sur ces aspects-là et pas attendre la fin d'expérimentation. Et après, ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, il arrive quand même, et c'était le cas pour Sweep, qu'on fasse quand même des appels d'offres. Et donc ça, c'est quand même pour nous un moyen aussi, un moment d'aller sur le marché et voir un peu c'est quoi le prix finalement du besoin qu'on a exprimé, même si il arrive quand même assez fréquemment que des besoins deviennent assez spécifiques et que du coup, à la fin, on ne compare pas tout à fait des choux et des choux, mais un petit peu des choux et des carottes. Donc là, ça complexifie un peu la notion de prix. Oui, et puis sur la partie budget, du moment où quand même le budget est bien identifié, validé en interne, c'est qu'il est priorisé dans la roadmap et globalement les sujets de la roadmap, ils ne sont pas décidés le jour pour le lendemain. Donc le budget est forcément sanctuarisé et la place dans la roadmap aussi. Par contre, quand on est sur des sujets un peu plus prospectifs, etc., c'est là où prend aussi le rôle de l'innovation et sur lequel nous, on a des budgets sanctuarisés qui nous permettent d'expérimenter, mais aussi de passer à l'échelle. Et c'est un peu tout le move qu'on a fait ces dernières années, d'avoir cette capacité d'expérimenter pour les métiers, mais maintenant de passer à l'échelle et d'industrialiser avec des budgets plus conséquents. Et nous, on fait aussi le garde-fou, encore une fois, entre la start-up et le métier, mais d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue investissement. Par exemple, c'est FDJ Venture qui est au board des startups et qui va défendre l'intérêt social de la start-up et pas le business qui, lui, va pouvoir avoir tendance à tordre la roadmap pour aller dans un sens ou dans un autre. Jasmine, toi, c'est quoi les aléas dont tu peux parler, que tu as détecté, que tu as vécu dans la collab jusqu'à présent avec la FDJ, en parlant vrai, parce que c'est important et c'est constructif, hein, et ça permettra peut-être à d'autres d'éviter ces écueils. Alors, c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux parce que je les ai entendus depuis ce matin. Donc, nous, en tant que start-up, on a l'importance du suivi de notre coût d'acquisition de clients. Donc, c'est très important d'avoir toujours ça en tête pour nous. Et donc, en restant sur le sujet du sales cycle qui peut être un peu long, des échelles de temps qui sont différentes entre grands groupes et start-up, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un point d'attention de notre côté. On a aussi en tête toujours notre ASP, donc Average Sales Price. Et c'est vrai qu'en travaillant avec des grands groupes, on a beaucoup de négociations et des prix qui sont un peu tirés vers le bas. Ça n'a pas été le cas avec la FDJ, ça s'est très bien passé. Mais voilà, ça c'est vraiment des aléas opérationnels qu'on rencontre. Ok, et on est quand même très en retard, donc on ne déroulera pas tous les points qu'on voulait aborder. Mais c'est quoi les bonnes pratiques que vous pouvez partager l'un et l'autre dans la collab entre vous là, mais même en général, collab en groupe startup?
Alors, je vais commencer. La première chose, c'est la qualification du deal, le travail de nos commerciaux, s'assurer qu'on est bien, comme je disais, ça revient au début, on est bien une valeur ajoutée pour les personnes avec qui on parle chez les grands groupes. Également, c'est important pour nous, en tant que start-up, de se professionnaliser. On travaille avec beaucoup d'entreprises et on rencontre beaucoup d'appels d'offres. Donc, c'est vraiment apprendre de chacun des appels d'offres qu'on va rencontrer, se professionnaliser, s'adapter. Et chez nous, ça s'est concrétisé typiquement par le recrutement d'une personne qui va être spécialisée dans la réponse aux appels d'offres. Et moi, je compléterai en disant qu'effectivement, donc là, on l'a bien évoqué, dans les facteurs clés de succès, c'est très clair sur son besoin, ça c'est évident. Nous, ce qu'on a aussi beaucoup apprécié dans la relation avec Sweep, c'est que finalement, cette relation, elle a été incarnée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas changé d'interlocuteur. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent avec Sweep, ce sont les mêmes depuis le début. Donc c'est ceux qui ont travaillé à la définition du cahier des charges, qui ont été partie prenante de la négociation, ça tombait bien, ils étaient aux achats, et qui finalement ont été les premiers utilisateurs. Et ça continue, donc aujourd'hui on est je crois sur des points bimensuels, donc c'est toujours les mêmes équipes et on a toujours les mêmes interlocuteurs pour ces Sweep, et ça fait vachement avancer le sujet, puisque maintenant on s'est dit, on a commencé par de la collecte de données carbone, maintenant on a dit oui mais on veut piloter notre trajectoire de décarbonation dans l'outil, et puis là aujourd'hui on arrive et on dit maintenant il faut qu'on discute de la CSRD, et comment est-ce qu'on pilotait la CSRD à travers l'outil. Donc on voit bien que tout ça s'est enrichi aussi parce qu'on a créé finalement des vrais liens interpersonnels avec les gens et qu'on est dans le suivi de cette relation. Et c'est aussi pour ça qu'au départ, on a été très sensible, nous, en fait, de pouvoir aller discuter avec des premiers clients de Sweep et qu'aujourd'hui, on fait aussi ce travail-là. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas aujourd'hui à dire à Sweep, si vous avez besoin qu'on parle de la relation, nous, on le fait avec plaisir. Parce que ça permet aussi d'incarner. On voit, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'incarnation et de relations humaines. En fait, nous, c'est ce qu'on a réussi à créer. Et ça, pour le coup, je pense qu'on en est fiers. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que les clients, ça c'est indéniable. Super, Maxime, tu veux conclure ? Et bien, nous, peut-être juste la conclusion, sans revenir sur les facteurs clés de succès plus opérationnels. Nous, on essaye d'aller un peu plus loin que juste la relation business avec les startups et donc les accompagner sur plusieurs volets. Et c'est ce qu'on a essayé de matérialiser avec FDJ for Startup. L'objectif, c'est de les accompagner sur la partie business, bien entendu, les ouvrir aussi à l'international avec notre réseau, le financement. On investit les tickets du seed à la série A pour soutenir ces startups tout au long de leur croissance. Mais aussi le rayonnement, on aime bien les emmener à Vivatech, etc. Et aussi la communication à travers la force de frappe d'un groupe comme FDJ Kindred. Et puis bien sûr, on veut soutenir l'écosystème d'innovation au global. Et donc c'est pour ça qu'on a déployé plus de 100 millions auprès du VC, auprès des startups, les associations, France Digital, la French Tech Grand Paris, etc. Et l'objectif, c'est de faire grandir cet écosystème, des incubateurs, des accélérateurs, enfin bref, on est présent près de 25 associations, etc. Et on soutient près de 400 à 500 startups directement ou indirectement. Donc on veut vraiment aussi avoir un poids dans l'écosystème et à l'aider à le faire grandir, et on est encore un peu méconnu pour ça. Bravo en tout cas pour cet exemple de grand groupe. J'avoue, moi je vous connais relativement bien aussi et c'est vrai que c'est un beau modèle. Merci infiniment, merci à tous.